Salut à tous. Salut. Bon, on va faire un petit épisode du format On en discute sur le débrief du Roll-Up 5. Roll-Up 5 qui a eu lieu samedi. Donc voilà, on va faire un retour sur celui-ci qui a tenu toutes ses promesses après 2 ans d'absence. Donc faut savoir que le dernier Roll-Up il était en 2020. Covid oblige, il n'y en a pas eu entre-temps. Et Malik a décidé de maintenir quand même le roll-up sur le devant de la scène. Et donc, il a fait ce roll-up 5 et c'était génial, parfait. On y était pour plusieurs raisons. Donc, la première, c'était à la fois pour être spectateur de cet événement comme on l'a toujours fait. La deuxième raison, c'était parce qu'on avait 2 élèves qui ont combattu. Et la troisième raison, c'était pour faire ce magnifique podcast que vous allez écouter aujourd'hui. Donc voilà, on a décidé de fonctionner par bloc. Je vais expliquer dans un premier temps qu'est-ce que le roll-up, mais je vous explique un peu la trame. Donc on va parler de la carte, on va parler du public, on va parler de l'ambiance, on va parler des combats et on finira par l'organisation. Donc voilà, restez jusqu'au bout du podcast parce que on aura un peu de tout. Enfin, vous aurez toutes les grandes lignes du roll-up. Donc le roll-up, qu'est-ce que c'est? C'est un gala de grappling et JJB, puisqu'il y a des combats en gi et en no-gi, à la soumission. Donc c'est avec le Sub Only les 2 plus gros galas qui existent en France sur peut-être même les 2 seuls. Enfin non, il y a l'HBI aussi qui avait lieu, mais qui sont sur le sol français. C'est 8 minutes de combat. Donc 8 minutes de combat, c'est descendu parce qu'on en avait parlé parce que pour tout vous dire avant c'était 10 minutes. Voilà, pour tout vous dire, on a déjà enregistré ce podcast. On a eu un bug son. Et donc, on l'enregistre une 2e fois. Donc, pour nous, ça sera de la redite, mais pour vous, ce sera de la découverte. Donc, effectivement, avant, ça durait 10 minutes. 8 minutes, c'est pas mal. C'est mieux. Pas mal du tout, ouais. Je trouve ça mieux parce que, en termes de fatigue et d'engagement des combattants, tu peux te permettre de mettre plus de rythme. Ouais, exactement. Plus de rythme. En plus de ça, ça permet de faire en sorte peut-être de caler plus de combats et puis faire en sorte que la soirée se déroule plus rapidement aussi. Parce que bon, faut comprendre que là, l'événement a commencé à 20h40 et a fini à minuit et demi. Donc voilà, si tu rajoutes 2 minutes par combat, forcément, c'est plus minuit et demi, mais c'est 1h, 1h30 du matin. Donc c'est pas mal. Ça permet de garder les 2 combattants effectivement avec un rythme plus grand parce que tu vois que les 2 dernières minutes, tu sais déjà, tu vois là 8 minutes, quand tu arrives à 6 minutes, 7 minutes, tu sens que les combattants tu fatigues. Ah, bien sûr. Et quand tu es à 10 minutes, c'est encore pire. Et surtout que si tu arrives à la fin du temps, donc tu as un extra time. C'est ça. Et l'extra time, de la même manière, en fait, on avait remarqué, on en avait parlé dans un précédent podcast, souvent les combattants arrivaient justement à 8 minutes, 9 minutes, après ils arrêtaient. Ils arrêtent parce qu'ils s'économisent pour l'extra time. Exactement. En fait, quand tu comprends que tu t'annihiles avec ton adversaire et que tu trouveras pas la soumission, tu sais que tu vas aller à l'extra time et là tu bloques plus ou moins le jeu, quoi. Tu gères ton effort. Voilà. Alors que là, dans les 8 minutes, finalement, ceux qui ont choisi de s'économiser, ils s'économisaient sur les 10 dernières secondes. Ça va, à regarder, il y a pire. Donc c'était pas mal. Une fois que tu arrives à l'extra time, si tu n'as pas réussi à soumettre, parce qu'on rappelle, c'est du sub only, pour ceux qui ne savent pas, c'est que c'est une compétition où les points ne comptent pas. Donc vous pouvez prendre n'importe quelle position, n'importe quel amené au sol, il n'y a pas de points. L'idée, c'est seulement de soumettre. Donc on peut même accepter des positions difficiles si on sait soumettre à partir de ces positions-là. Je pense à la buggy choke, par exemple, où on laisse passer l'adversaire qui prend une position latérale et qui il y a eu une tentative d'ailleurs. Cette position. Il y a eu une tentative, ouais, une seule, c'est vrai, de buggy choke. Mais ça peut être aussi des gens qui sont très forts pour enrouler à partir de la position montée, enfin quand ils subissent la position montée pour attaquer la clé de talon. Il y a plein de choses comme ça. Donc voilà, et quand on n'a pas réussi à soumettre, il y a un extra time. Donc 2 choix possibles, enfin même plus que ça. Pile ou face, l'arbitre demande d'abord si le combattant qui a gagné le pile ou face va choisir d'attaquer ou de défendre, déjà dans un premier temps. Et si une fois qu'il a choisi ça, il choisit si c'est le dos ou le juji défendu. Donc clé de bras défendu. C'est le format EBI. Hein. C'est le format EBI, effectivement. Il y a 1 minute, donc il y a 1 minute d'action. Soit la personne a réussi à maintenir son adversaire pendant 1 minute, et dans ce cas-là, le chrono s'arrête et c'est à l'autre d'essayer de sortir plus rapidement. Enfin, c'est celui qui... Attendez, on va essayer de faire ça clair, parce que pour nous c'est clair, parce qu'on l'a vu. J'ai attaqué, le dos. Je l'ai pris, j'ai maintenu le dos pendant 1 minute. Après, c'est à moi de défendre.
Donc il faut que je sorte plus rapidement que la minute. Ou alors, pour l'autre, si il a pas réussi à sortir, il faut qu'il soumette avant la minute. Donc ça, c'est voilà, pour savoir. De la même manière, si j'ai soumis dans le premier combat, enfin je suis passé en premier et j'ai soumis, mon adversaire devra me Doit soumettre soumettre plus vite. plus rapidement. Voilà. Donc il y a que voilà, c'est un peu du micmac, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, je pense que pour le roll-up, je pense que c'est clair. Il y a eu donc la carte 14 combats de tout niveau. C'est bien parce que c'est à peu près le seul événement où on peut se permettre, en fait, Malik peut se permettre de faire des combats de tout niveau, contrairement au Sub Only dont on parlait tout à l'heure, où là c'est un tournoi. Donc effectivement, les gens doivent être du même niveau puisque à la fin il y a une ceinture à gagner une fois que tu as remporté toutes tes oppositions. Là, étant donné que c'est combat par combat, on peut donc, au dire de Malik, laisser la chance aux générations futures. Donc c'est ce qu'il a fait. On en parlera tout à l'heure, on fera le détail, on donnera la carte précise quand on fera le retour sur chaque combat. Mais en tout cas, voilà, c'était donc 14 combats de tout niveau. Bien sûr, les niveaux augmentent au fur et à mesure. En général, on commence par les débutants entre guillemets, puisqu'il faut quand même être capable d'être sur cette carte. Et après, ça augmente crescendo jusqu'au main event. Voilà, jusqu'au main event. Sur cette carte, en fait, pourquoi je voulais parler de la carte, c'est parce que j'ai entendu beaucoup de gens, en fait, qui avaient des doutes sur la carte. Parce que c'est peut-être le premier roll-up où il n'y avait pas d'énormes noms. Je sais pas si tu confirmes. Mais, je confirme. Mais en tout cas, voilà. Donc, enfin, il y avait des beaux noms hein, pour ceux qui suivent le grappe, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de black belt super connu dans le JJB ou des trucs comme ça. C'est ça. T'avais pas des Reda Meptouche, Reda Hamzaoui, Reda Derwesh, beaucoup de Reda. Il n'y avait pas de Reda. Tu sais. Déjà, il n'y avait pas de Reda. Il y a eu trop eu de Reda dans les éditions précédentes. Là, il n'y en avait pas. Donc non, mais en tout cas, voilà, il y avait pas de compétiteurs comme ça internationaux à part pour Nicolas Filipponi, je pense. Je fais juste un signe Nicolas Leblond. Enfin, il y avait des combattants de MMA, il y avait beaucoup de combattants de la NR Fight déjà. Mais par contre, moi, en fait, à chaque fois que j'entendais parler de ça, à chaque fois qu'on me disait, la carte, je suis pas sûr, machin et tout ça, je leur disais, détrompez-vous parce que ce qui compte, c'est pas les noms, c'est les gens qui jouent le jeu et qui ont un style qui s'adapte et qui est propice à ce type d'événement. Et quand je voyais les noms sortir au fur et à mesure des postes du roll-up, en fait, je voyais que c'était vraiment ça. Des oppositions où c'était des petits jeunes qui avaient un jeu justement très ouvert, très rapide, qui cherchaient vraiment la soumission. Et j'étais sûr que le spectacle serait au rendez-vous. Donc on en avait parlé juste avant d'ailleurs. Et donc on n'a pas été déçus, vraiment. Et j'en ai parlé avec Malik à la fin de l'événement aussi. Et c'est vrai que ce choix d'avoir fait ce pari, de prendre des noms peut-être moins importants, que moi je connaissais parce que je les vois tourner dans le circuit CFG en fait. Tout simplement, ils sont là, ils font leur compétition dans le circuit CFG, donc je les vois tourner et je vois que c'est toujours des combats où on s'ennuie pas, justement. Donc c'était. Et puis après, ce qu'il faut se dire, c'est que plus le nom est connu, plus le compétiteur est reconnu au niveau international, moins il veut prendre le risque de perdre. Donc plus potentiellement il peut fermer le jeu. C'est ça. Et puis aussi, quand c'est des gens qui sont sur des circuits classiques, entre guillemets, il y a toujours n'ont pas le schéma en tête du sub-only. C'est ça, ils ont toujours cette logique de marquer des points. Et le public aussi. En fait, ils ont tellement envie de voir gagner la grosse tête que quand ils passent une garde, c'est le feu. Et quand ils défendent une garde, c'est le feu. Sauf que mais tu vois, sur là, pour une fois, sur cet événement, j'ai trouvé le public moins réactif sur ce genre de choses. Non. Avant, il y avait plus au niveau des positions, etc. Il y avait plus de bruit dans le public. Là, je pense que tout le monde a plus ou moins compris le but du sub-only. Oui, à une exception près, quand Noah Goumon a tiré la garde. Ouais. Voilà, où les gens disaient lève-toi. Bon, après, je pense que c'était aussi un petit peu parce que c'était des gens qui étaient pour son adversaire et donc c'est sûrement ils avaient envie de voir l'adversaire en fait briller de par la lutte, alors que en fait Nicolas Goumon était bon dans tous les domaines. On en parlera tout à l'heure. C'est bien que tu parles du public parce que c'est le deuxième bloc sur lequel je voulais qu'on revienne. Donc moi justement il y a deux choses. J'ai un regret et un bon ressenti. Tu vois,
Le regret, bon déjà la salle était pleine, ça c'est sûr. Il y a comme à chaque roll-up, la salle elle était pleine, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas eu de public qui a manqué ou quoi que ce soit. Le roll-up attire et ça c'est sûr et certain, il y aura toujours du monde sur cet événement. Donc ça c'est cool. Le seul regret que j'aurais, c'est qu'il n'y avait pas les grands Le mec noms. qui venait voir juste l'événement. En fait, c'était composé essentiellement des équipes qui venaient supporter leurs combattants. Exactement. En fait, c'est ça. Et il n'y avait pas les grands noms qu'on a l'habitude de voir, justement aussi, qui viennent voir justement un événement, un gros événement. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais Ouais, bien sûr. en général, on voit plus de grosses têtes de ceinture noire et tout ça dans le public qui viennent voir le roll-up. Là, effectivement, tu l'as dit, c'était essentiellement les teammates. On va parler en anglais, on va faire comme la sueur. Non, les les partenaires d'entraînement qui venaient participer donc et qui venaient encourager le combattant qui était là. D'ailleurs, gros big up à la NR Fight qui était venu en nombre. Je sais pas, ils sont venus à 30, 40, 50, 100. Je sais pas, je les ai plus comptés au bout d'un moment. Mais étant donné qu'ils avaient 6 combattants de chez eux qui combattaient et qu'ils ont une grosse cohésion d'équipe, pour le coup, ils étaient présents en masse et surtout pour l'ambiance aussi. Donc ça, c'était cool. Mais c'est justement aussi peut-être pour ça, parce que c'était les partenaires d'entraînement et qu'ils étaient vraiment au fait de l'événement et des implications de l'événement, donc du Sub Only. C'est peut-être pour ça en fait qu'il n'y avait pas de gens qui étaient très axés sur la position, sur le passage de garde ou sur ce genre de choses. Donc parce que justement, je parlais avec Nicolas Leblond là qui a combattu là dans les vestiaires et on faisait un retour sur le combat de Mathilde contre Isabelle, donc mon élève contre la leur. Et voilà, on a dit voilà les points c'est des points. On s'en fout des points, tu vois. C'est vraiment pour le coup ici ce qui compte c'est la soumission. Donc peu importe de ce qui serait passé dans une compétition classique, le but c'est de soumettre. Si c'est pas soumis, c'est perdu. Point, c'est tout. Donc voilà. Autre chose au niveau de l'ambiance, non parce qu'on était encore sur le public. Donc voilà, passons à l'ambiance. C'est le mec qui est perdu dans ses notes. C'est le problème quand on le fait 2 fois. Ça découlait super bien dans le premier et là c'est différent. Mais bon, c'est pas grave. Non, ça découle très bien. Allez. Ça découle très bien. Ayons confiance Allez, en nous. passe à l'ambiance. L'ambiance, top. Vraiment ouf. On est pour comme le d'hab. coup, comme d'hab. Donc comme d'habitude, c'est normal au début, quand l'événement commence, il faut se mettre dedans. Tu sais, t'as toujours ce petit moment de flottement entre le moment où le public arrive entre 19h30 et 20h30 et ils discutent entre eux, rigolent entre eux, et puis d'un coup t'as le présentateur ou la présentatrice, là pour le coup j'en parlerai après, qui vient et qui commence à vouloir lancer l'événement. Mais tout le monde n'est pas encore dedans. Tu sais, il y a encore des gens qui s'installent. Les gens, ils viennent d'arriver, ils saluent tout le monde, enfin tout le monde se connaît plus ou moins, tu vois. Dans ce milieu, tout le monde se connaît plus ou moins, donc tu discutes un peu avec tout le monde, t'es pas encore vraiment dedans. Donc exactement. Et donc ça, il y a toujours un petit peu le moment, tu sais, de flottement où la sauce elle a pas encore pris. Mais au fur et à mesure des combats et au vu des combats, en plus des premières finalisations qu'il y a eu, l'ambiance est montée très vite jusqu'à atteindre son paroxysme à la fin de l'événement où tout le monde était en train de crier. Vraiment, on voyait vraiment c'était bien d'avoir justement les équipes qui s'affrontaient aussi dans le public, tu sais, dans les encouragements. C'était vraiment top. Ça donnait une ambiance de dingue. Donc pour le coup, c'était parfait. C'était parfait à ce niveau-là. Mais je pense que cette ambiance, elle a été surtout aussi maintenue par la présentatrice. Je crois qu'elle s'appelle Maggie. Pourtant, elle a été prévenue que 2 jours ou 3 jours avant l'événement, enfin vraiment au dernier moment. Et puis c'est pas une habituée du grappling. Elle a découvert en fait la discipline sur cet événement. Elle présente des événements de hip-hop à la base. Donc je l'ai même félicité à la fin. Je l'ai croisée au niveau de la buvette là-haut là, et je lui ai dit, elle était vraiment contente parce qu'elle connaît rien à la discipline. Il y a des moments, elle était là, c'est Juji, c'est bien ça la soumission. Ah oui, parce que j'ai oublié de dire dans la présentation. Chaque combattant donne la soumission qu'il compte placer dans le combat. S'il donne la soumission, s'il y arrive, il double sa prime. Exactement. Donc la présentatrice l'annonçait et donc elle demandait des fois confirmation si la soumission qui avait été mise, c'était bien celle qui était sur le papier. Parce que dire Juji, c'est bien, mais si tu sais pas ce que c'est. Donc pour le coup, fallait qu'elle demande confirmation. Mais elle a très bien joué son rôle. Vraiment, elle a bien maintenu le public, elle a su les remonter quand il y avait une petite baisse et tout ça. Donc franchement, elle a été au top. Donc gros big up à Maggie pour justement la présentation. Et d'ailleurs, moi je trouve que c'était peut-être la meilleure des présentatrices qu'on a eues depuis le début. Il y en avait qui étaient plus ou moins bons, nous on les a tous fait, hein, du roll-up 1 au roll-up 5. Il y en avait qui étaient plus ou moins bons et elle, franchement, elle a super bien fait le taf. Donc vraiment, chapeau à elle. Elle a vraiment contribué à l'ambiance.
Passons à ce qui nous intéresse le plus, les combats. Donc, pour ma part, j'en ai vu 9, j'en ai coaché 2. Donc il y en a 3 que j'ai pas vu, mais que toi tu as vu dans les gradins. Ouais. Et donc je te laisserai en parler à ce niveau-là. On commence. Alors, premier combat. Donc c'était un combat plutôt débutant là pour le coup, mais des débutants prometteurs. J'en connaissais qu'un seul sur les deux, c'était celui en fait qui était le local, puisque c'est la team de Malik, c'est la team Fighting Beat, et il était justement de cette team-là. Donc c'était Idriss Dairi, donc ça c'est l'autre, versus Younes Bouamiri, donc lui c'est celui du Fighting Beat. Combat donc qui était très drôle à voir, enfin dans l'état d'esprit. C'était une entrée timide des deux. On sentait, tu sais, que voilà, c'est des débutants. Ils n'ont pas l'habitude de faire des compétitions. C'est impressionnant. Même pour un confirmé, hein, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de combattre sous cette forme sur un gala, c'est impressionnant quand même. Avec une entrée en musique et tout ça, avec le public qui crie ton nom, tu vois, c'est différent, tu vois. Et puis surtout, en plus, ouvrir l'événement. Tu sais, t'es là, le public il est pas encore chaud, donc tu rentres, t'es là, t'as ta musique, mais tu sais pas encore comment tu vas sais pas à quoi t'attendre. C'est ça, t'as pas l'émulation des combats d'avant, tu vois ce que je veux dire. Donc c'était marrant, même quand Younes, tu sais, essayait de faire monter le public pendant le combat, tu sais, c'était très timide. Tu sais, c'était pas des grands mouvements de bras, c'était des petits mouvements de main, tu sais. Donc c'était mignon à voir. Franchement, c'était mignon à voir. Moi, j'ai kiffé voir ça. Et d'ailleurs, je l'ai félicité, le petit Younes, à la fin, je l'ai croisé, donc voilà, il était tout content, tout fier. En plus, bon, on peut le dire, il a gagné son combat, il avait annoncé Juji. Je me souviens plus, Idriss, ce qu'il avait annoncé, mais en tout cas, Younes Bouamiri avait annoncé un Juji qu'il a placé. Il l'a mis, et très bien mis d'ailleurs. Très bien mis. Donc déjà, pour commencer, au début, ça a eu du mal à démarrer. Il y a eu beaucoup de phases de lutte. Mais le manque d'expérience a fait qu'ils avaient du mal à s'amener au sol, tu sais. C'était vraiment, ils s'est annihilé un petit peu. Au bout d'un moment, il fallait y aller. Ils ont décidé d'actionner, ça s'est bien passé. Et il y a Younes qui s'est retrouvé, en fait je crois que c'est Idriss qui amène au sol, et Younes se retrouve dans la demi-garde ou dans la garde, je sais plus. Et c'est là où il a attaqué le Juji. Mais il l'a attaqué pas de classique. La Kimura. Exactement. Kimura trappe, il est venu, il est passé donc son bras par-dessus le dos de l'adversaire, il a pris la Kimura, il a passé sa jambe, il l'a rentré dans le trou entre la cuisse et le bras, et là il a continué sa rotation pour attaquer le Juji. C'était magnifiquement fait, franchement, parce que justement quand on parle de débutant, on s'attendrait à un truc plus classique, garde fermée, boum, j'isole le bras, je monte sur un Juji. Non, il est arrivé, il a fait une technique en plus que moi j'adore, que je fais très souvent, où soit t'attaques la Kimura, soit tu pars sur le Juji ou le triangle. Il y a vraiment ce cheminement qui est propice à cette saisie de la Kimura trappe dans cette position, et il l'a super bien fait. Il a fait taper son adversaire. Bravo, il a très très bien commencé, ils ont très très bien commencé l'événement, et ils ont donné le coup tout de suite, en fait, et ça c'est bien, parce que si tu commences avec... Franchement c'est important, si tu commences avec un combat qui dure 8 minutes, où il se passe rien du tout, c'est compliqué de faire monter la sauce. Exactement, et ça joue beaucoup, et je sais que Malik, c'est vrai qu'il fait souvent combattre ces petits jeunes, parce que c'est souvent des gens du Fighting Beat qui fait combattre contre quelqu'un d'un autre club. Mais c'est normal, hein, il fait aussi monter son propre club et puis il fait plaisir à ses élèves. Ça, c'est tout à fait normal. Je ferais exactement la même chose. Mais il a cette chance d'avoir des élèves. Alors, ça doit de venir de son enseignement, des élèves qui arrivent très bien à jouer ce jeu-là et tu sais, comment dire, qui sont parfaits pour débuter les événements. L'année dernière, c'était Samba. Enfin, il y a 2 ans, Samba, son élève aussi, qui est super explosif. Qui attaque des soumissions dans tous les sens, et ça avait été parfait aussi à ce niveau-là. Donc encore une fois, le contrat respecté, et le premier combat s'est très bien passé à ce niveau-là. Deuxième combat, Anna Fontaine contre Melissa Magaliash. Ouais, premier combat en Kim. Premier combat féminin, premier combat en Kim, premier des 2 combats féminins. Et Anna avait annoncé clé de cheville, et Melissa avait annoncé, alors elle, magnifique, magistrale dans le clé de bras. Donc clé de bras, en termes de stratégie de récupération de primes, de doubler la prime, c'est génial. Kimura, Americana, Juji, clé de poignet, le poignet fait partie du bras, tout passe. Tout passe, c'est une clé de bras. Elle était sûre de... Moi je retiens la stratégie. Si on recombat sur un prochain événement, ce sera clé de bras, clé de jambe. Il n'y a pas de... ou clé de tête. Tu sais, comme ça, il n'y a pas... Clé, t'écris clé tout court, clé articulaire. Moi, soumission. C'est quoi ma soumission? La soumission. Il n'y a pas de problème.
Mais bon, on en rigole, mais on a tous Bravo. compris qu'elle parlait d'un Juji. Alors je sais pas si on l'a tous compris ou si moi je m'en doutais parce que elle a combattu contre Isabelle justement qui a combattu sur cet événement-là en kimono, sur sa première compétition en kimono, et elle lui a mis un juji. Donc je sais que c'est une technique qu'elle favorise, donc enfin qu'elle apprécie beaucoup. Elle a un jeu tourné autour de ça, donc c'est parfait. En plus elle est de la Gracie Barra. Gracie Barra, on sait qu'ils ont un jeu, tu sais, assez basique, assez old school, enfin pour la plupart. Donc ça colle parfaitement avec. Donc Anna Fontaine, elle, c'était MK Team. Elle a été coachée contre Olivier Michalisco. Et donc, super début de combat. Donc où Melissa a attaqué justement ce qu'elle a fait à Isabelle. C'est-à-dire qu'elle prend un espèce de col-manche. Enfin, elle tire la garde, mais elle absorbe son adversaire en essayant d'attaquer le juji tout de suite. De prendre le triangle ou juji, tu vois. Ou juji à partir du triangle. En tout cas, elle essaie de vraiment l'absorber tout de suite. Mais ça a été très bien pris en charge par Anna. Qui a tout de suite justement s'est assise avec son adversaire, ce qui lui a permis de prendre de la distance, et ça lui a permis surtout de commencer à attaquer sa clé de cheville. Ouais. Donc très rapidement, en fait, les deux ont attaqué ce qu'ils avaient dit. Exactement. Ça a été vraiment tout de suite dans la recherche de la submission belt. Et donc ça a été très bien défendu par Melissa, qui ensuite a réussi à reprendre l'ascendant, à passer la garde, à prendre la monte. Enfin, elle a au niveau petit à petit, au niveau elle s'est des installée. positions, voilà. Elle s'est installée et dans les positions. je pense qu'il y avait une différence physique, ça s'est senti. Oui, j'ai parlé avec Anna qui partageait le vestiaire d'Isabelle et qui m'a confié que malheureusement elle a fatigué très vite dans le combat. Donc elle a mal géré son combat, elle était dégoûtée parce qu'elle s'entraîne beaucoup. Bah, les deux s'entraînent beaucoup de toute façon et elles font énormément de compétitions, mais là pour le coup elle a mal géré. Et elle était déçue pour ça. Elle aura sa revanche un jour. Et donc elle a subi les positions, ce qui a amené Melissa à sa clé de bras, à son juji, et elle a gagné son combat. Alors j'ai pas les temps, mais en tout cas elle gagne et elle remporte le pari ça fait 2 fois les 2 premiers combats où les 2 doublent la prime. Ouais, mais là Malik il faisait la gueule. Tu l'as vu? Non, moi je l'ai pas vu. Non, je l'ai pas vu. Il est content. Il mettrait pas ça en place. Comme il dit, il fait pas ça pour l'argent, il fait ça pour juste faire évoluer. D'ailleurs, t'étais pas là à ce moment-là, mais tu sais quand on a fait le brief dans la journée, lui il nous a vraiment confié qu'il faisait cet événement-là parce que quand il vient du MMA, il vient de la boxe anglaise. Après du MMA, il a découvert le sol et il a capté qu'il n'y avait pas assez de mise en valeur des combattants du sol, justement. Et c'est pour ça qu'il a mis en place cet événement-là. Donc il le fait pas pour l'argent, il le fait vraiment pour justement mettre de la lumière sur le JJB et sur le grappling, et il le fait très bien. Et donc je pense que pour lui, au contraire, c'est un plaisir de doubler la prime. Sinon, il mettrait pas cette règle en place de toute façon. Donc voilà. Point important, enfin en tout cas moi qui m'a marqué dans ce combat, c'est l'état d'esprit des deux combattantes justement quand elles sont rentrées. On a eu une Melissa qui était j'avais l'impression un petit peu bouffée par l'événement. Tu sais, dans son entrée, elle était limite, j'avais l'impression qu'elle avait les larmes aux yeux. Mais c'était pas le cas, hein, attention. Hein. Mais elle était très très stressée, ça se ressentait. Ça transparaissait dans son entrée. Là où Anna, elle est rentrée sur une musique de conquérant. Elle avait le regard déterminé. Elle est montée sur le tapis, vraiment, elle avait la hargne. On sentait qu'elle était bien dans l'événement. Et ça prouve bien que c'est pas parce qu'on stresse que on gagne, qu'on perd un combat. Le stress, il est positif, il est négatif, d'accord. Là, pour le coup, il a été positif. Voilà, il a été très bien géré. En fait, ça fait partie, et je te le dis pour toutes les personnes qui débutent la compétition ou qui vont débuter la compétition, n'ayez pas peur de ce stress que vous avez avant, parce que quand vous rentrez sur le tapis, quand l'arbitre dit top, le stress il s'en va directement. Vous avez beau être super stressé avant, au contraire, c'est même positif. Ça veut dire que vous prenez tout l'enjeu de cet événement. Mais une fois que l'arbitre est dit top, en général, vous êtes dans votre tunnel, le public, il n'existe même plus, le reste n'existe même plus, il y a votre coach, vous, et votre combat, et votre adversaire. Donc, et voilà, la preuve en est ici, Melissa qui paraissait plus stressée, elle a réussi à gagner son combat. Troisième combat, Noah Goumon, versus Cavage Iris Kanoff. Donc, j'ai pu les 2 soumissions. Je sais juste que Noah Goumon avait dit qu'il ferait clé de talon. Cavage, tu te souviens ou pas? Il avait dit quoi?
Je me rappelle pas. Je me demande si les deux, ils avaient pas dit clé de talon, d'ailleurs. Non? Non, je crois pas. Je crois pas. Il me semble étranglement arrière, mais je suis pas sûr. Je veux pas dire n'importe quoi. Ouais. Donc, premier combat masculin... Non, n'importe quoi, qu'est-ce que je raconte là, on n'en sait pas ça. Non, je suis fatigué. Je me suis parmi du week-end encore. Donc, premier combat avec plus de niveau. On sentait que physiquement, déjà, ils étaient plus mûrs, tu sais, beaucoup plus solides. On sentait qu'il y avait plus de niveau. Dès le début, on a compris que là, voilà, on rentrait déjà dans la fight card un peu plus avancée. Un petit cran au-dessus. C'est ça. Noah Goumon, ce que j'ai apprécié dans le combat, c'est que donc il a annoncé clé de talon et il s'est donné tous les moyens de l'avoir. C'est-à-dire que ça fait partie des combattants qui a joué parfaitement le jeu du sub only, c'est-à-dire qu'il a commencé à lutter, les deux. Ils ont commencé à lutter. Il y a eu des belles phases en lutte. Ouais, mais il y a eu des belles phases. Ouais, vraiment pour le coup, on sentait qu'ils maîtrisaient les deux leur domaine à ce niveau-là. Mais souvent, il tirait la garde. Enfin, il s'asseyait. Il tirait pas la garde, il s'asseyait. Parce que, étant donné qu'il a annoncé la clé de talon, soit tu l'as, effectivement, en luttant, soit tu l'as en tirant la garde et en venant t'enrouler dans les jambes de l'adversaire. En partant en single X, en X-guard. Enfin, voilà, il y a tout le jeu à ce niveau-là. Et donc, il a fait les deux. Alors, ça lui a valu le fait que le public lui dit va lutter, tire pas la garde, blablabla. Les amis, on s'en moque. Le principal, c'est le résultat. D'accord? Moi, je suis content quand je vois ça. Mais bien sûr. Au contraire, moi, ce que je veux voir, c'est du grappe. Je veux pas voir de la lutte. La lutte, pour moi, c'est ça. Voilà, 1 minute, 2 minutes. À partir du moment où on n'arrive pas à se départager en lutte, le temps, il défile. On n'a que 8 minutes pour soumettre. Exactement. Et ça, toi et moi, on le sait qu'on le déplore très souvent quand les gens s'acharnent sur de la lutte qui ne fonctionne pas. C'est vraiment un truc... Mais non, mais il n'y a aucun intérêt, en fait, puisque tu vas pas marquer de points. Donc, t'arrives pas à mener, tu t'assois, fin. C'est ça. Enfin, moi, je le vois comme ça. Après, bon, si les deux ne sont pas à l'aise sur le dos, c'est plus compliqué, mais faut tenter. Ouais, mais ça crée du jeu. Ou alors, ça crée du jeu. Ou alors, faut vraiment y aller en lutte. Faut vraiment tenter. Ouais. Oui, parce que si t'as un combat, comme on verra tout à l'heure, Franck contre Nicolas Leblond, Francky contre Nicolas Leblond, tu vois, c'est pour le coup, ouais. Là, tu sais qu'il y a eu beaucoup de luttes. Alors, il y a eu pas forcément d'amener au sol marqué, mais il y avait tellement de scramble que c'était beau à voir, tu vois. Mais par contre, si c'est juste se tenir la nuque et se tenir les mains pendant 20 minutes, bon, c'est sympa, mais on n'est pas venu là pour ça, tu vois. Donc voilà. Donc, Nicolas Goumon a réussi encore une fois, à mettre en place la soumission qu'il avait annoncée, la clé de talon. Et ce qui est marrant, c'est que c'est sur une erreur de cavage. De cavage qui a essayé de passer la garde, en fait, en prenant la montre tout de suite, donc en sautant par-dessus les jambes de son adversaire. Et en fait, ça a été très bien pris en charge par Noah, qui a ramené ses genoux à la poitrine, qui a enroulé la jambe et qui a attaqué la clé de talon. Ouais, sur une perte il a perdu patience, en fait. Ça s'est senti, hein. Il a perdu patience. Déjà, ils étaient tombés plusieurs fois hors de l'ère de combat, sur les phases de lutte et tout. Il me semble qu'il venait de tomber peu de temps avant et il a perdu patience, il a voulu sauter directement. Et Noah s'est enroulé tout de suite autour de la jambe. La clé de talon, elle était verrouillée direct. Hein. Ouais. Bon, de toute façon, il n'y a pas eu de... Tu sais, elle a été très vite... Enfin, l'adversaire a tapé avec un air genre, voilà, je suis piégé. Ah, yeah. T'es piégé. De toute façon, vaut mieux ça que la blessure. Bien sûr. Donc en tout cas, voilà, bravo à Noah qui a mis la première clé de talon de l'événement. Et d'ailleurs, je crois la seule, si mes souvenirs sont bons. Et donc ça, c'est bien. Parce qu'en général, tu vois, enfin, il y a souvent des clés de talon, quand tu as le droit de les mettre, souvent tout le monde les attaque. Mais on voit, c'est justement là où on voit qu'encore sur le circuit français, elle n'est pas encore assez maîtrisée. Ça commence à venir, mais il n'y a pas encore cette... Il y en a un qui l'ont attaqué, on a des grands spécialistes, Nicolas Filipponi, grand spécialiste avec les talons, mais qui a été bien géré par son adversaire, on en parlera tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà, il y en a très peu quand même dans le no-gi qui ont essayé de l'attaquer. Enfin, qui ont essayé. Je te dis ça en fait, non, je dis une connerie parce que t'as il y en a qui ont Bernardo Santos, t'as aussi Skander Sherifi qui ont essayé d'attaquer. Bref, passons. En tout cas, c'est la seule qui a été mise. C'est la seule qui a été réussie. Ensuite, c'est là où moi, j'ai été dans le vestiaire pour coacher Isabelle, enfin pour en tout cas la préparer, donc je vais te laisser prendre la parole. C'était Abdul Malik Bayo versus Laïd Guedouari. Ouais, bah écoute, franchement, super combat. Super combat. Les deux, c'est des jeunes, hein. C'est des ceintures bleues, il me semble, les deux. Ouais.
moi, franchement, sur le format Sub Only, j'aime pas les combats en Kim, tu le sais. Ouais. Et là, franchement, c'était super plaisant à voir. Parce que les deux attaquaient. Enfin, voilà, il n'y avait pas de position fixe, tu vois. Ça tournait, quoi. Ça cherchait la soumission. Dès le début, Laïd, il a attaqué. Il y a eu une phase où il a attaqué. Oh, j'ai plus l'enchaînement en tête, mais un enchaînement, tu sais, classique. Juji, triangle, omoplata. Les 3 soumissions se sont enchaînées. Son adversaire, il est sorti. Après, c'est son adversaire qui a repris le dessus. Qui a commencé à passer. Ça a attaqué le dos. Non, franchement, ça bougeait tout le temps. Jusqu'à la fin, il y a eu des renversements, etc. Jusqu'à la fin, c'était... Par contre, il n'y a pas eu de soumission. Dans le temps réglementaire, il n'y a pas eu de soumission, donc ça a été à l'extra time. Mais les 8 minutes, elles sont passées, très vite. Ouais, magnifique. Mais Et alors, fini, et qui a gagné? Donc c'est Laïd qui gagne à l'extra time, il choisit d'attaquer le dos, de prendre le dos, il soumet à partir du dos, et après, quand c'est à son tour de défendre, il sort, il arrive à sortir. D'accord. Au niveau de la soumission, il étrangle avec le Kim. D'accord. Mais moi, tu vois, par exemple, ça faisait partie des combats, tu vois, quand on me parlait de la carte, je pensais à ce combat-là aussi, parce que c'est deux petits jeunes que je vois très régulièrement sur les compétitions, donc à la BMS Cup, que je vois, les 2 dernières compétitions que je les ai vues, c'est la BMS Cup et le Spirit. Bah moi, Laïd, la première fois que je l'ai vu, c'était sur YFC, de Ibra TV. C'est là qu'il a commencé... Donc il avait combattu, je sais plus, un mec pas connu. C'était sur la même carte, je crois, que Mohamed Bayo, quand il avait combattu. Ah oui, le bagarre générale. Voilà. Et justement, il me semble qu'il s'était fait soumettre, Laïd, dans son combat. Il strikait, il s'était fait soumettre. Et je pense qu'il s'est inscrit au sol à partir de là. Et je pense qu'il a progressé très vite. Parce que franchement, il a un gros niveau. Et en plus, il s'entraîne à la Ronin Fight. C'est ça le club? Ceux qui organisent le GIC. De Karim. Oui, de Karim. Alors je sais pas s'il s'entraîne là-bas, mais en tout cas... il est là-bas. D'accord. Mais ce que j'apprécie avec lui, c'est que il a aussi une grosse lutte en kimono. Enfin, tu vois, il a pas peur de plonger dans les jambes. Vraiment, je l'ai vu, le combat que j'ai vu de lui au Spirit, là, une grosse lutte, justement, dans son combat. La fougue, en fait. Un rythme de fou. La fougue de la jeunesse. Ouais, non, mais vraiment, j'étais sûr que ces deux-là, ils allaient faire un combat de dingue. Parce que ça soit le combat que j'ai vu de Bayo contre le fils de Gary, Bilal, de la NSM. Ouais. Combat de fou à la BMS Cup. Ils ont fait un combat de folie. Que je vois, quand j'ai vu justement Laïd, par exemple au Spirit, enfin voilà, c'était sûr que ces deux-là, il n'y allait pas avoir de jeu bloqué. C'était sûr et certain. Donc gros combat des deux, franchement. Et respect à Laïd pour sa victoire, parce que Abdulmalik Bayo, c'est pas un petit adversaire. Combat numéro 5, Mehdi Benarbia contre Quentin Alves. Encore un combat en kimono que je n'ai pas vu. À toi. Ouais, t'étais pas là. Ok. Big up à la Z-Team d'ailleurs. Quentin Alves, big up à la Z-Team. Il a été coaché par Reda Hamzaoui. Donc il était bien là, mais il n'était pas en train de combattre. Il était en train de coacher. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, c'était un combat un peu moins agréable à regarder pour moi. Là, on était plus vraiment sur un schéma classique de compétition type IBJJF, tu vois. C'était, il n'y a pas eu énormément de tentatives de soumission. Alors Quentin, il a dominé sur les 8 minutes, il a dominé tout le combat. Si on parle en termes de... Voilà, si on parle en termes de pointage, etc. En fait, le combat, c'était un cheminement classique. Il était en demi-garde, grosse pression. Il a passé, après il a marqué ses points, comme s'il marquait ses points en latéral, en montée. Il se faisait recomposer, il repassait. Il n'y a pas eu de tentative de soumission, pas plus que ça. Les deux, ils avaient choisi la soumission que je t'ai dit. Arqué. Ouais, bon and arrow. Ouais, ils l'ont dit en français. L'arc et la flèche. L'arc et la flèche. C'est mieux des bon and arrow. D'ailleurs, attendez. J'ai bugué quand ils ont dit ça. Je cherchais dans ma tête, mais c'est quoi? Pour la petite anecdote, quand il m'a dit, quand on a parlé avant le podcast la dernière fois, il m'a dit, je n'ai pas compris la soumission, l'arc-en-ciel. Oh, le mec ne connaît rien au kimono. Voilà, soumission arc-en-ciel. Je dis, c'est quoi? J'étais en train de me creuser la tête, l'arc-en-ciel. Je dis, c'est pas l'arc et la flèche? Il me dit, si. Ça ressemble, arc-en-ciel, arc et flèche. Non, mais c'est une soumission qui est très utilisée dans le jiu-jitsu brésilien, dans le sens où elle est très efficace. En fait, quand t'es pris dedans, après, pour sortir, c'est très, très galère. Tu viens prendre le kimono, donc avec la main, pour étrangler. Et en fait, tu viens chercher avec l'autre main le pantalon.
Oui, je vois c'est laquelle. Ta jambe en barrage. Ouais, mais tu expliques pour les gens qui ne la visualisent pas, tu vois. Donc la jambe en barrage, et en fait, tu te retrouves. Pourquoi arc et flèche? Parce que tu tires le kimono au niveau du col, le kimono au niveau du pantalon, et t'as ta jambe, en fait, qui est en barrage sur l'adversaire. Donc en fait, c'est comme si tu bandais l'arc. Je dis bien ça parce que c'est le vrai terme. Donc c'est comme si tu bandais l'arc avec ta jambe qui ressemble à une flèche. En fait, finalement, c'est comme si le corps de ton adversaire était arqué et toi, t'avais ta jambe, c'était la flèche. Voilà. Merci pour ce petit cours d'histoire. Et toujours, hein, vous le savez, même dans le MMA quiz, je fais toujours des explications longues. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc pour reprendre, bah écoute, il n'y a pas eu de soumission. C'était un combat assez fermé. Ouais. Ça va l'extra time. Ce que j'ai kiffé par contre dans ce combat, c'était, alors je sais pas c'était qui, un supporter de Quentin dans le public, Ouais. qui a donné de la voix pendant 8 minutes, c'était magnifique. Ah ouais. Vous entendrez ça dans la vidéo, je pense qu'on va l'entendre hein, dans la vidéo. C'était très très drôle. Il a dit qu'il avait payé sa place 18 €, alors qu'il voulait plus de jeux. C'est vrai. C'est vrai, tu m'en as pas parlé. Ça vient de me revenir là. C'était très drôle. Oh là là, d'ailleurs, précisément, il lui a dit donne-nous un peu de sucre. À 18 € la place, je veux un peu de sucre. Magnifique. Il lui a même promis un Kim. Mais s'il y avait soumission, mais il n'y a pas eu. Donc ça a été à l'extra time. Ouais. Attends, parce que je l'ai pas noté ça. Oh, ça va me revenir. Donc c'est. Tu m'as dit que comment il s'appelle son adversaire? Mehdi Ben Arbia. Mehdi Ben Arbia voilà, qui avait gagné. Qui remporte, qui soumet à partir du dos. D'accord, donc comme quoi dominer n'est pas gagné. Hein. Il s'est fait. Oui, on le verra 2 fois dans l'événement. Il s'est fait dominer pendant les 8 minutes. Et à l'extra time, donc il soumet à partir du dos. Et lui sort après. D'accord. On verra deux fois dans l'événement que dominer n'est pas gagné en kimono. Donc, il sort, alors c'est. Quentin, il se retrouve en juji à un moment. Ouais. Alors, il est dans le dos, son adversaire commence à sortir, à glisser. Donc, du coup, lui attaque le juji. Et son adversaire se relève avec lui au niveau du bras, il le fait tomber. Voilà comment il sort. D'accord, ok. Ouais, donc, bel extra time. Ouais. Donc, il fallait qu'il fasse que ça, les deux. Bon. Non, je plaisante. Ok, à partir de ce moment-là, je suis revenu dans la salle puisqu'on a su que l'entracte qui devait être après le combat d'Isabelle était avant, donc ça nous laissait du temps pour se repréparer. Et il y a eu le combat de, alors je fais ça la deuxième fois que je vais le dire, mais c'est pas pour ça que je vais le dire mieux. Franck Raeria Rijanona. Eh ben si, je l'ai très bien dit, Franck, si excellent. Tu nous écoutes, franchement, j'ai dû m'entraîner toute la nuit. Versus Nicolas Leblond. Donc Franck, je vais l'appeler Francky, hein, mon petit Franck, qui n'a qu'un seul amour, c'est le grappling. Big up à toi. À Nicolas Leblond de la Inner Fight, qui a pris le combat en short notice à 2 jours, parce que à la base il devait affronter Samir Feydin du MMA Factory. MMA Factory, effectivement, et je crois qu'il était blessé et c'est pour ça qu'il n'a pas pu combattre. Donc voilà, Nicolas Leblond qui s'entraîne de toute façon tout le temps, a décidé d'accepter au pied levé. Nicolas Leblond, qui est un combattant pro de MMA, hein, qui est signé au Cage Warrior. C'est ça. Après, à partir du moment, honnêtement, quand tu combats en MMA, un gala de grappling, c'est. Tu vois, en termes de stress, etc., il n'y a pas de souci. Tu vas. Tu vois. Et Franck, il est de la Congo Matching Club, élève de Mathieu Husson. Donc voilà, les deux sont des combattants explosifs. Les deux ont une excellente lutte. Moi, ce combat-là, je voulais le voir. C'est pour ça que je suis content d'avoir pu retourner dans la salle à ce moment-là. Bon, même si je l'aurais vu en vidéo après, mais bon, c'est pas pareil que quant à l'ambiance. Parce que je savais, que ça soit contre Samir Feydin ou là contre Nicolas Leblond, je savais que ça allait être un sacré combat. Franck, pour tourner très régulièrement avec lui sur les open mat de Mathieu, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément dans déjà le côté humain, hein, très drôle, mais aussi dans le style, parce que il est vif. En fait, c'est dur de le soumettre parce qu'il sort de tout. En plus, il a des petits segments, donc voilà. Lui, il attaque tout. Enfin, franchement, on fait des guerres que sur un combat de 5 minutes, tu fais pas une seconde de pause. Et là, sur un combat de 8 minutes, il n'y a pas une seconde de pause. Non. Donc, et Nicolas Leblond, j'ai jamais tourné avec lui, mais de ce que je vois, de toute façon, je savais que c'était ça. Magnifique. Il y a eu énormément de tentatives. Alors déjà, dans la lutte, on l'a dit hein, tout à l'heure, des scrambles dans tous les sens. Plus de réussite dans la lutte du côté de Nicolas Leblond.
mais toujours très bien géré par Frank qui arrivait en fait à se sortir soit à se relever, soit à enrouler, enfin voilà, vraiment pour le coup, il y a jamais eu de temps de position véritablement forte sur ce combat. Beaucoup de tentatives de soumission, beaucoup de bras-tête avortés par Frank, des bras-têtes de Nicolas Leblond. Donc on sent quand même que le bras-tête, c'est un truc spécifique de la NR Fight. Hein. On a vu que les guillotines et les bras-têtes, on le sait, hein, ils les attaquaient énormément. Et donc, mais après c'est spécifique à la luta, je pense. Hein. Ouais, c'est spécifique à la luta, mais Nicolas Régnier, on sait que c'est un spécialiste quand même de la guillotine et du bras-tête. Il a tout un jeu à partir de là et on sent qu'il l'a véritablement bien transmis à ses élèves. Donc, parce que voilà, si tu prends Nicolas Leblond, bras-tête dans tous les sens, Mehdi Ben Ali, il a tenté une grosse guillotine, Mathilde, qui avait donné le bras-tête en soumission et qui en a attaqué plusieurs. Tu prends dans Skander, non, parce qu'il a attaqué la clé de cheville. Nicolas Filipponi, il parlait de la clé de talon, mais il a attaqué énormément de bras-tête aussi. Donc pour le coup, c'est vraiment une signature de la NR Fight. Tu vois, de la lutte à livrer, mais particulièrement de la NR Fight. Et donc voilà, un combat de folie. On sentait à la fin des 8 minutes que les deux étaient rincés. Mais vraiment, et puis une bonne entente entre les deux. C'est ça que j'adore aussi, c'est quand dans le combat, il y a une interaction entre les deux combattants. Et là, pour le coup, il y avait beaucoup de respect, beaucoup d'humour, c'était bien. Sur le papier, je savais que ça allait être un gros combat, mais j'arrivais pas à dessiner de soumission dans ma tête de l'un ou de l'autre. Ouais, je suis d'accord. J'étais quasi sûr qu'il allait pas avoir de soumission. Je voyais pas l'un soumettre l'autre. Ouais, non, mais je suis totalement d'accord avec toi parce que les deux sont des anguilles en fait, tout simplement. Mais à la fois, même si tu sais qu'il n'y aura pas de soumission, c'est pas grave. Parce que tu sais que le format sub-only et le fait qu'il n'y ait pas de points, tu savais que pour les deux, ça allait être... ouais, bien sûr. Voilà, un rythme de dingue. J'ai pris du plaisir à regarder le combat. C'est ça. Parce que la soumission, c'est le petit morceau de sucre, si on reprend le fait que tout à l'heure sur l'événement, enfin sur le combat. Mais ce qui compte, c'est tout le plat aussi, tu vois. Si t'as une soumission à l'extra time et qu'il s'est rien passé entre temps, ça sert à rien. C'est clair. Moi, je préfère qu'il y ait 0 soumission, mais un combat comme Franck, qu'il y ait une soumission avec un combat comme je sais pas moi, on en parlera tout à l'heure, mais d'autres combats. On verra, on vous dira le combat en tant que tel. On va pas spoiler. Donc effectivement, c'est parti à l'extra time, pas de soumission. Et là, bon, c'est le petit couac de la soirée, niveau arbitrage. J'ai eu l'occasion d'ailleurs d'échanger et avec Malik sur ce petit point d'arbitrage à la fin de l'événement, et avec les arbitres en question le lendemain, parce que j'étais le dimanche matin au Grappling Challenger, et les arbitres, respect à eux, ont fait et le roll-up la veille et le Grappling Challenger le lendemain. Bon, de toute façon, il y a une partie des arbitres qui a fait le roll-up et l'autre partie qui a fait le MMA GP au Havre. Donc autant te dire que les arbitres, le dimanche matin, ils étaient tous raides, ils étaient tous morts, au point de même prendre le micro en disant nous ne sommes que des humains, on va faire des erreurs peut-être, mais en fait ils ont pris les devants parce qu'ils étaient rincés. Ils ont planifié, ah ouais. Ils ont planifié les erreurs potentielles. Donc voilà. Mais donc les deux vont à l'extra time. Nicolas Leblond attaque en premier. Justement. Non, défend en premier. Défend en premier. Pardon, il défend en premier. Défend le dos. Et donc, pour faire un point règlement sur l'extra time dans les règles de l'EBI, l'idée c'est quoi? Je le redis, on en avait déjà parlé dans un autre podcast, mais il faut que les arbitres comprennent cette spécificité du règlement. Tu prends le dos de l'adversaire, il sort à partir du moment où il revient, par exemple, s'il revient face, il n'y a pas besoin d'avoir une rupture de contact. S'il revient dans la garde de son adversaire, il est sorti. S'il est sorti, il est sorti. Ok. La seule chose qui peut permettre de garder le chrono ouvert, c'est s'il y a une soumission engagée. C'est-à-dire, je suis dans le dos, j'attaque le juji. Alors, je suis plus dans le dos, mais j'ai un juji. Ou j'attaque une kimura, ou je sais pas. Mais une vraie soumission engagée, pas un je te tiens la tête. C'est ça. C'est pas juste comme si je fais un comparatif, je fais un passage de garde ou une amenée au sol dans un règlement classique. L'adversaire me tient la tête, même si elle est tenue du mauvais côté, c'est-à-dire que j'ai le corps à l'opposé de la tête, vous voyez ce que je veux dire, et que la guillotine a 0,005% de chance de passer. Les points ne sont marqués que si la tête est sortie. D'accord? Là, c'est pas le cas. S'il y a zéro chance qu'il y ait une soumission, t'es sorti, c'est tout. Tu vois?
Et donc, Nicolas Leblond a réussi à revenir face à son adversaire. Donc, nous, à 8 secondes. À 8 secondes, il est revenu face à son adversaire. L'arbitre n'arrête pas. Donc, il y a un petit temps de latence, parce que pour lui, il est sorti. Et là, ça continue. Ça rentre même dans une phase de lutte. Ça rentre dans une phase de lutte. Il charge Franck, il le fait basculer par-dessus lui. Et encore là, ça reste encore un petit peu. Au final, entre le moment où nous, on estime que dans le règlement EBI, il est sorti, il sort à 8 secondes. Le moment où l'arbitre siffle, c'est 13 secondes. Il y a 5 secondes d'écart. Voilà. Là où l'arbitre m'a dit le lendemain, il m'a dit ça se joue à 1 ou 2 secondes. Alors d'une part, ça se joue pas à 1 ou 2 secondes, et même, on l'a vu au précédent roll-up, Souk contre Johnny Frachet, Souk Campassat contre Johnny Frachet, ça s'est joué à 1 seconde. Johnny est sorti 1 seconde, même moins d'1 seconde avant Souk. Donc, 1 seconde, ça joue. Pour l'extra time, c'est un monde. C'est vraiment un monde. Bien sûr que c'est un monde. Parce que Franck, et je t'aime Franck, je ne remets pas en question ton combat, mais sur le coup, normalement, en fonction du règlement, c'est Nicolas qui aura dû gagner. Il faut être honnête. Et même si je suis très content pour toi. Il sort à 11 secondes. Donc il sort avant les 13 secondes, mais il sort à 11 secondes. Donc même si ça jouait, tu vois, à 1 ou 2 secondes, normalement Nicolas Leblond aurait gagné quoi qu'il arrive. Ouais. Parce que 8 secondes, 11 secondes, 13 secondes, enfin faites le calcul. Voilà, c'est comme ça. Bon, maintenant on s'en moque, hein, c'est pas grave. C'est pas ça qui change l'événement. De toute façon, j'en ai parlé avec Nicolas Leblond dehors. Ça a eu peu d'importance pour lui parce que, bon, c'est sûr que tu préfères revenir avec un carton plein. Mais bon, après, voilà, le principal c'est le combat, c'est le beau combat. Lui, il était très satisfait de la performance qu'il a fait et qu'ils ont réalisé. Donc c'était vraiment le principal. Et même pour nous, c'est le principal, pour le coup. C'est juste après une case cochée à la fin du combat. Ce qui compte, c'est effectivement tout ce qui s'est passé avant. Mais voilà, il y a 2 choses de toute façon sur les arbitres, sur l'extra time qui m'ont gêné. C'était ça. Bon, ça a été vite corrigé, hein, parce que on sent qu'après ils en ont discuté entre eux et il n'y a plus cette erreur. Et la deuxième chose, et ça j'en ai parlé avec eux le lendemain et j'en ai parlé avec Malik le soir. La position de départ. Exactement. Quand tu es pris dans le dos, enfin quand tu choisis le dos, normalement l'arbitre doit mettre son genou et ses mains dans le dos de l'adversaire pour les maintenir assis. Faut forcer la position assise pour que tout le monde parte avec la même position. Chose qu'ils n'ont pas fait. En fait, ils ont laissé les 2 combattants se placer alors en seatbelt, mais ils leur demandaient de s'asseoir. Mais t'avais toujours soit un mec qui s'allongeait un peu plus tôt, tu sais. Donc l'arbitre devait c'est pour ça qu'il y a eu, et les rasseoir. Il y a eu des soumissions très vite engagées sur les sur le kimono, sur les extra time. Ouais. Et sinon t'avais par exemple, je vois dans le dernier combat, c'était Paul Barbouille là qui était un peu glissé par rapport à Nicolas Filipponi. Tu sais, qui avait les fesses un peu écartées. Il n'y avait pas ce côté collé où les deux doivent être vraiment proches l'un de l'autre et assis, partir de la même position, et au moins comme ça on est sûr que tout le monde a les mêmes chances de sortir ou les mêmes chances de soumettre. Donc pour les prochaines fois, messieurs les arbitres du CFG, le genou dans le dos et les 2 mains au niveau des épaules. Au moment où vous sifflez, vous relâchez la position et eux, ils partent dans leur combat. Et comme ça, tout le monde part de la même position. Voilà, c'était la petite parenthèse arbitrage. Prochain combat, Mehdi Ben Ali versus Outan Livier. Donc voilà. Le cowboy. Le cowboy, exactement. Alors là, petit big up à Outan qui est arrivé avec un veston de cowboy, donc un veste sans manches en cuir et un capot de cowboy et un chapeau de cowboy. Donc à la Gary Tonon, franchement. Respect à lui parce que voilà, on aimerait bien avoir des gens qui jouent le jeu jusqu'au bout et qui arrivent avec un déguisement. On en a déjà eu, hein, des gens qui arrivent avec. On a eu Sami Gendous qui était venu en faisant des gestes de Super Saiyan, Dragon Ball Z. Je me souviens là maintenant, ça me revient. J'en ai pas parlé dans la première fois qu'on a enregistré, mais on a aussi Eric Rochereau. Mais c'était pas sur le sub, c'était pas sur le roll-up, mais c'était sur l'événement de Hatch, Judge JB, je crois, un truc comme ça, ouais, qui est arrivé avec pas un la Supreme masque, League. ou la Supreme League, qui est arrivé avec un masque japonais, tu sais, en mode manga, ouais. Tu sais, il faisait des gestes un peu saccadés, machin, enfin, tu vois, il avait vraiment joué ce jeu-là. Donc ça, c'était top. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. Il y a la musique, il y a l'entrée. Alors, il y en a qui font des acrobaties, il y en a qui sautent, qui font des roulades, des trucs comme ça. Mais ça peut être bien aussi d'incarner un personnage. Ça peut être cool. Et ça, dans les images, justement, ça peut attirer les gens. Tu sais, d'avoir un vrai spectacle, ça peut attirer plus de public pour les fois d'après.
Donc vraiment, faites-le. N'hésitez pas à jouer le jeu à ce niveau-là. Je pense que c'est pas mal, tu vois. Ça se fait un petit peu dans le MMA, il y en a qui tentent le truc. Après, vous gagnez, vous perdez, on s'en fout. Même si vous rentrez dans un jeu, du moment que c'est respectueux de l'adversaire et de l'événement, tout va bien. Après, ça, faut pas avoir honte de ça, quoi. Donc ça, c'était le petit truc. Enfin, je pensais que c'était un déguisement, mais en fait, pas du tout, parce que le lendemain, je l'ai vu. C'est ce que tu m'as dit. Et il est habillé avec son veston et son chapeau de cow-boy. Donc, soit il est pas sorti de son personnage, soit le personnage ne le quitte jamais. Donc ça, je ne sais pas. Il avait des Santiago ou pas? Je crois qu'il avait des Santiago. En tout cas, il avait des chaussures qui m'ont marqué l'œil. Il était en jean avec des chaussures noires qui respect, pas conformes, respect à cet homme. Voilà, c'est fan de Walker Texas Ranger. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc les mêmes Santiago que Loïc Pora au MMA Quiz? Ah non, peut-être pas. Non, peut-être pas. Pas les mêmes? Pas les mêmes chaussures croco. Elles étaient pas aussi colorées, les siennes, elles étaient noires. donc voilà. Bon, revenons au combat. Donc combat. Alors, petite déception sur ce combat parce que il s'est pas passé grand chose. Pour le coup, il y avait une bonne ambiance entre eux, mais dans l'attitude. Voilà, pas dans les faits. Exactement. En fait, il faut dissocier deux choses. Le fait de chauffer le public et le fait de faire un combat qui chauffe le public. Donc, effectivement, on avait Mehdi Ben Ali qui était beaucoup en train de faire des interactions avec le public, mais qui... Même entre eux, il y a eu beaucoup de rigolades, etc. Ouais, c'est ça. Mais derrière, il y avait peu d'action. Il y a eu quelques amenés au sol de Mehdi. Il y a eu une tentative, on l'a dit tout à l'heure, de guillotine à partir de la position latérale. Qui peut passer, hein. Je l'ai déjà mis, celle-là, elle peut passer. Bon, là, il est sorti. Bon, elle a été avortée assez rapidement. Ouais. Et de l'autre côté, pareil, il a essayé de charger. Je crois il voulait la clé de talon. Il a essayé de charger sur la clé de talon. Ouais, voilà, en fait, il avait l'attitude de Gary Tonon, le déguisement de Gary Tonon, mais il n'avait pas de jeu de Gary Tonon, malheureusement. Et ce qui fait que il s'est pas assez enroulé. En fait, à mon sens, il a pas essayé de créer assez de jeu. Je pense que les deux se sont annihilés, en fait. Ouais, le match-up, je pense que les deux sont respectés, les deux sont craints plus ou moins, ils sentaient le danger. C'est ça. Mais c'est ce qui s'est passé. En fait, quand ça s'annihile, au bout d'un moment, il faut prendre le risque. Tu sais, je pense. Il n'y a rien à perdre, à part un combat, mais bon, ça, voilà. Mais il faut créer un petit peu de jeu. Tu vois, par exemple, on y reviendra dessus, mais le combat de Bernardo contre Wilfried Edmund. Bernardo Santos, Wilfried Edmund. Jeu très fermé, mais au bout d'un moment, il a essayé de créer quand même quelque chose pour attirer son adversaire. Tu vois. Et là, dans les deux cas, il n'y a pas eu cette étincelle. Et c'est dommage parce que Mehdi Ben Ali, je l'ai croisé, il n'était pas satisfait véritablement de son combat. Hein. Mais parce que la fois d'avant, il avait combattu contre Mirai. Et ils avaient fait un combat de feu, mais parce que les deux étaient d'excellents lutteurs. Et donc vraiment, il y avait eu un combat de dingue en lutte. Et là, bien qu'il y avait une opposition de style, en fait, des fois c'est là on peut pas le savoir à l'avance parce que tu vois deux lutteurs, il peut y avoir une opposition de style, mais tu peux avoir deux personnes différentes et ça fait une opposition de style, pardon, un combat fermé, c'est ça que je voulais dire. Mais avec une opposition de style, tu pourrais te dire, bah c'est bien parce qu'en fait, l'un va essayer de prendre l'ascendant sur l'autre avec son style, et en fait non, des fois ça bloque le tout, et là ça a bloqué le tout, et ça tu peux pas le savoir à l'avance. Donc voilà, bien dans l'attitude, moins bien dans ce qu'ils ont proposé, ce qui fait que le combat était moins facile à regarder. C'est vraiment ça. Le combat, il a été à l'extra time et il a été gagné par Routan qui a étranglé dans le dos. Donc, et Mehdi, lui, par contre, il a pas réussi à soumettre dans le temps. En fait, c'est Routan qui a soumis en premier et après Mehdi a essayé de soumettre. Routan n'est pas sorti, mais par contre, il a résisté à l'étranglement. Si mes souvenirs sont bons, parce que j'ai un peu dans les extra time, des fois, ça s'emmène un peu dans ma tête. Mais donc voilà, il n'a pas réussi à soumettre avant son adversaire et donc victoire de Routan. Ensuite, donc là, je ne pouvais pas être mieux placé parce que j'étais au bord du tapis. C'est le 8e combat, c'est Mathilde AHN contre Isabelle Dechaume. Isabelle Dechaume, Alpha Fight Club, Alpha Fighteuse, donc voilà, une de mes élèves, contre Mathilde qui est de la Inner Fight. Deux filles qui se sont déjà affrontées lors d'une compétition CFG, si mes souvenirs sont bons. Ouais. Et la victoire avait été à Mathilde au point. Elle avait gagné de 2 points contre Isabelle, où déjà c'était un combat où il y avait eu déjà des tentatives de soumission. Donc c'est parfait. Moi je sais qu'Isabelle elle est parfaite pour ce type d'événement, même si elle a beaucoup stressé, elle avait un peu le syndrome de l'imposteur, tu sais, en se disant mais qu'est-ce que je fais là, j'ai rien à faire là. J'ai rien à faire là. Et puis finalement j'ai réussi à la remettre un peu dans le truc en lui disant qu'elle avait totalement sa place ici, et elle l'a prouvé.
dans ce combat. Donc Isabelle avait annoncé Kimura. Ouais, d'ailleurs ça m'avait surpris au début. Je m'attendais à la guillotine, moi. Exactement, mais c'était une stratégie. Donc on va en parler juste après. Et Mathilde, elle avait annoncé Bratet. Donc tu vois, encore une fois, Inner Fight, Bratet. Puis c'est une soumission qu'elle maîtrise plutôt pas mal. Donc Après, Isabelle... Bratet, c'est intelligent aussi dans le choix, parce que au niveau de la prime. Parce que Oui, parce que Bratet, tu peux l'attaquer dans Anaconda, plusieurs... Ouais, Dars, Dars. tout ça, ça reste des Bratet, tu vois. C'est vrai. Triangle de bras. Ouais, non, je suis d'accord, c'est intelligent. Mais bon, après, effectivement, c'est... Mais attends, ouais, elle a dit Bratet? Ouais, bon, bref, en tout cas, Oui, elle a dit c'était Bratet. Ok. Isabelle, en fait, c'était la stratégie. En fait, il faut comprendre que quand tu annonces ta soumission, elle est annoncée aussi à ton adversaire. Elle est annoncée au micro, elle est annoncée à ton adversaire. Donc c'est au choix. Soit tu annonces vraiment la vraie soumission que tu veux, ta spécialité, voilà. et tu vas la tenter. Soit tu orientes ton adversaire sur autre chose, et tu fais autre chose, quoi. C'est stratégique. C'est ça. Et nous, en fait, on avait joué stratégique. En fait, on avait deux soumissions à annoncer en fonction de si oui ou non elle était annoncée, justement. Donc, si elle n'avait pas été annoncée, on aurait dit Lisa Plata. Donc, je vous dis pas ce que c'est parce qu'on la garde pour plus tard. Mais c'est une soumission qu'elle a sortie de derrière les fagots lors d'un cours. Et elle marche très bien parce qu'elle me l'a mise. Et elle l'a mis à tout le monde au club. Donc, à part peut-être à Kader, mais parce que bon, là, l'écart de gabarit est beaucoup trop important. Mais en tout cas, voilà, elle l'a mis, je crois, à tout le monde. Donc Lisa Plata. Et donc, en fait, elle a un cheminement entre la Kimura, la guillotine, Lisa Plata, revenir sur le triangle, la Kimura. Enfin, elle a tout un cheminement comme ça qui se dessine. Et donc, l'idée d'attaquer la Kimura, c'était pour en fait concentrer la défense sur la Kimura, ce qui libérait la tête et ce qui libérait Lisa Plata. Enfin, tu vois, il y avait tout un cheminement comme ça. Donc, nous, on a joué la stratégie parce que la soumission était annoncée. Donc voilà. Ok. Donc, combat très animé aussi, parfait pour le coup. Donc, avec un démarrage en lutte, Mathilde amène, Isabelle accepte. En fait, c'était aussi une stratégie d'accepter l'amener parce que le jeu d'Isabelle, et tout le monde le sait, et tout le monde s'en est rendu compte, c'est aussi la garde fermée. Et elle est très forte là-dedans. D'ailleurs, pour ouvrir sa garde fermée, c'est une vraie galère. Et elle a commencé à vouloir attaquer donc ses soumissions. Ça a été très bien géré par Mathilde, qui a réussi à garder beaucoup de distance avec Isabelle. C'est pas laissé absorber. Ouais, c'est pas laissé absorber. Et donc voilà, elle a quand même réussi à un moment à ouvrir la garde. Parce que déjà l'ouvrir, c'est une galère. La passer, non. Par contre, elle a commencé à attaquer les bras têtes. Enfin, elle a passé très Dans la tardivement. demi-garde, Ouais, très tardivement la garde, mais en fait, elle passait quand elle attaquait le bras tête. Isabelle, sereine comme à son habitude, parfait pour ce type d'événement parce que pour la faire taper, il faut s'accrocher. Croyez-nous, quand on la fait taper, c'est rare et quand on la fait taper, on donne notre vie pour y arriver. Donc là, elle il y l'a a des prouvé gens encore. comme ça, hein. C'est impressionnant. En fait, elle a construit. C'est encore plus impressionnant quand c'est une femme qui fait 20 kilos, 20 kilos de moins que toi, quoi. Elle fait 54 kilos, Isabelle. Donc, Parce qu'une soumission, quand elle est verrouillée, tu le sais, tu vois. ouais, Et des fois, tu sais que t'es sous sa gorge, c'est que ça. tu serres, et que tu dis, mais là, elle va mourir, là. Ben non, Et elle sort. tu tétanises avant, en fait. Et ce qui me fait rire, c'est qu'elle ressort en faisant un. Oh, tu sais, genre, oh, c'était compliqué. Non, mais c'est un personnage. Bon, pour ceux qui la connaissent, vous le savez, c'est un personnage. Et ouais, non, pour la faire taper, c'est une galère. Mais c'est parce qu'elle a construit tout son jeu, on en a parlé dans les vestiaires. Elle a construit tout son jeu sur le fait de résister et de survivre à tout, en fait. Et à partir de ça, elle a commencé à travailler ses attaques. Elle, pour le coup, ça a été le cheminement, il s'est fait comme ça. Elle est sortie de tout et à partir de là, en fait, elle a réussi à construire. Donc, et à étoffer son jeu, ce qu'elle fait de plus en plus. Donc voilà. Et elle l'a prouvé encore samedi en sortant il y a eu des tentatives de bras-tête, il y a eu des tentatives d'étranglement dans le dos, et à chaque fois elle est sortie. Et elle est sortie de toutes les positions, elle a toujours recomposé et tout ça. Donc ce qui a frustré un petit peu Mathilde, surtout à la fin, en plus elle restait en tortelle et Mathilde avait du mal à attaquer. Et je pense que ça a joué aussi dans la décision de l'extra time. Donc ça a été à l'extra time. Ouais. Après pour le coup, heureusement que Mathilde, là on avait clairement un format un attaquant, un défenseur sur les 8 minutes quasiment.
Ah ouais, parce qu'au début, il y avait des tentatives d'attaque d'Isabelle, mais comme on a Ouais, dit, qui ont été mais après, voilà, bien gérées dès que par voilà, elle a Mathilde. pris Et sa après, distance, ouais, une fois qu'elle a été sortie de la garde, après, c'était Mathilde qui a joué ouais, le jeu et mais qui a attaqué qui toutes a les joué le jeu dispositifs. jusqu'au bout. Tu vois, et ça, c'était important. Elle s'est pas dit, je vais m'économiser pour extra time. Et justement, je me disais, moi, dans les gradins, c'est bien qu'elle se fatigue. C'est très bien qu'elle se fatigue. Parce qu'Isabelle était Ouais, en mode, dans les positions dans lesquelles elle était, je savais elle dépensait pas d'énergie. ouais. Mais après, c'était un combat qui était animé parce que, en fait, on dit ça, mais ça s'est joué sur la dernière minute où il y a eu une défense d'Isabelle. Sinon, il y avait du jeu des deux côtés sur tout le combat. Euh, ça va à l'extra time. Isabelle gagne le pile ou face. C'est là où j'ai découvert en fait que tu choisissais si tu étais attaquant ou défenseur. Donc, je lui ai dit d'attaquer le dos parce que on a travaillé à l'entraînement que ça, en fait, que l'extra time. Parce que voilà, il fallait. Je savais que son jeu de soumission, on n'avait pas besoin de le peaufiner plus parce qu'il était déjà bien rodé. Donc, on était sur l'extra time. Et là, donc, on choisit le dos. Et là, je savais que Mathilde ne sortirait pas du dos d'Isabelle. Ouais, je Parce que savais aussi. franchement, elle a une endurance musculaire qui est énorme. Et en plus, elle te met une pression en cross-face qui est impressionnante. Elle te serre entre ses cuisses, c'est un étau. 54 kilos, mais elle développe une force et une endurance musculaire qui est impressionnante. Et ça n'a pas raté, donc elle est allée au bout de la minute en gardant Mathilde dans le dos et en cherchant quand même à soumettre, hein, parce que elle a essayé tout ce qu'elle pouvait pour essayer de soumettre. Donc respect à Mathilde qui a résisté à l'étranglement dans le dos, parce que quand t'as les bras d'Isabelle autour de la mâchoire, c'est quand même c'est chaud. Donc voilà. Mathilde, elle, donc je pense alors il y a deux choses. Soit elle a eu le souvenir du fait que Isabelle s'est blessée sur sa enfin l'avant-dernière compétition, ouais, au coude sur un juji justement avec Mélissa quand elle a pris le juji. Donc et qu'ils ont stratégiquement choisi le juji en espérant que ça soit le bon bras, c'est possible, et en espérant qu'elle soit toujours blessée. C'est qui Soit choisit le bras? C'est l'attaquant ou c'est le défenseur? c'est le défenseur visiblement parce que Isabelle s'est mis justement on avait travaillé là-dessus pour qu'elle donne le bon bras. Donc elle Ok. s'est placée directement. Et justement, on avait une crainte à ce niveau-là. Bon, après, il faut se souvenir de quel bras avait été attaqué aussi, hein. Mais donc, ou alors, soit c'est ça, soit c'est parce que elle s'est rendue compte qu'elle pourrait pas garder Isabelle dans le dos Une minute. la minute, parce que voilà, c'est une anguille. Et donc, elle a choisi le juji. Donc, elle prend le juji, et franchement, ça a été une belle action, vraiment belle action, parce que il y a Isabelle qui commence sa sortie, qui repasse par-dessus Mathilde qui l'enroule, qui la Qui refait chuter arrive sur le ouais, à dos. la refaire chuter. Exactement. Mais Isabelle, dans le mouvement, arrive encore une fois à se relever. Et là, quand elle est debout et qu'elle tasse son adversaire, et que je vois comment ses bras sont tenus, je savais qu'elle allait sortir. Et là, elle arrive à glisser petit à petit, son coup de sort, le bras sort, boum, victoire. Donc, victoire d'Isabelle de Chaume à l'extra time. Prochain combat. Là, je l'ai pas vu. Tu vas en parler puisque je suis vite parti pour chauffer Kader qui combattait juste après. Mehdi Mansouri versus Benjamin Benjamin Bourbon. Bourbon. Ouais, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tac, 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 je me remémore. Benjamin Bourbon qui tire la garde rapidement. Donc, bon, ça me va, hein. Et alors, ensuite, il attaque rapidement. Il attaque son jeu habituel, hein, pour ceux qui le connaissent, rubber guard. Ouais. Tentative d'étranglement à partir de. Il passe sa jambe devant la tête comme pour la gogo plata et il vient saisir ses mains au niveau du cou avec une main sous la gorge, une main au-dessus de la nuque. Ouais. Alors, je En fait, sais tu pas te si mets vous voyez c'est quoi. en étau entre C'est ça, l'avant-bras et le pied, enfin et la cheville, quoi. C'est c'est ça. Belle résistance de son adversaire, qui résiste bien, qui sort. Ça c'est en fait le combat il s'est déroulé plus ou moins comme ça, hein. C'était Benjamin Bourbon en défense de garde, son adversaire qui arrivait pas à passer, hein. Qui arrivait pas à passer. Il y a eu quelques tentatives, mais rien de fou au niveau soumission. Il y a eu des renversements de Benjamin Bourbon, il est repassé au-dessus. Alors ça bougeait, il y avait quand même du jeu, tu vois. Mais à aucun moment il y a eu un vrai danger. d'accord. À aucun moment j'ai senti un vrai danger au niveau des soumissions. Sur la fin, de la seule tentative de... C'est Mehdi Mansouri, c'est ça? Ouais. La seule tentative plus ou moins dangereuse, c'est il se retrouve en clé de talon, il attaque une clé de talon. Mais bien géré par Benjamin qui contrôle le bras, tu sais, qui s'assoit et qui contrôle le bras, donc qui empêche vraiment son adversaire de verrouiller et de s'étendre pour tourner. C'est dur de le faire taper en clé de talon, Benjamin.
Ouais, et ça se sentait parce qu'il était plus ou moins serein. Tu sentais pas vraiment de panique. Et voilà ce qui s'est passé. Donc, il n'y a pas eu de soumission. Il y a eu, sur l'ensemble du combat, quand même une domination de Benjamin, qui a été un peu plus dangereux, je trouve. Mais ça n'a pas soumis. Voilà, ça n'a pas soumis, donc ça va à l'extra time. À l'extra time, c'est Benjamin Bourbon qui prend le dos. D'accord, il le maintient 1 minute. Ouais, Donc il n'y a pas de soumission. Dans ce combat, il n'y a pas eu de soumission. Il maintient le dos 1 minute. Et ensuite, quand son adversaire attaque le dos, lui, il sort en 38 secondes. Donc il d'accord. remporte le combat. Ok, ok. Bon, bah super. Non, Benjamin, de toute façon, beaucoup d'expérience, hein. Très souple. Grosse rubber guard, effectivement. Il Grosse arrive garde, à... ça se sentait au Ouais, niveau grosse garde. Donc, et puis un style vraiment propre à lui, tu sais. Même dans les renversements et tout ça. Donc ouais. Donc, bon, ok. 10e combat, je reviens sur le bord du tapis avec Kader Mezaga, donc notre alpha fighter, contre Adilio Correa. Donc Kader avait annoncé le bras-tête, puisque c'est sa spécialité. Il peut l'attaquer de plusieurs positions et puis il met une pression de dingue. Et Adilio Correa, je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus ce qu'il avait annoncé comme soumission pour le coup. Les deux Non se plus. connaissent depuis très longtemps, puisqu'ils s'entraînaient au Candice ensemble. Donc voilà, après ils ont fait leur chemin chacun de leur côté. Et, euh, et pas mal. Pas mal l'opposition. Moi j'avais vraiment hâte de voir ce combat-là, parce que Adilio, je sais qu'il s'entraîne énormément justement aussi au labo. Enfin, tu sais, il a son club, mais il va aussi beaucoup tourner au labo de Nabil. Tu sais, 10 combats dans la soirée où tu fais que ça en fait. Et ça attire pas mal de monde. Hamza Mefta, enfin tu vois, des mecs un peu chauds. Et donc je vois que les gens progressent quand ils vont dans ce labo. Par exemple, Seif Oumin, tu sais, qui lui aussi, je sais pas, mais son jeu, j'ai l'impression qu'il est encore plus fluide qu'avant. Bon, parce qu'il travaille énormément, mais je pense que de faire cette participer à ce labo-là qui est 2 fois par semaine, je crois que c'est le mardi et le jeudi. Donc ça, je pense que ça joue beaucoup. Ça fait progresser très vite, en tout cas. On Mhm. progresse de toute façon très vite dans les sparring. Donc, euh, donc voilà. Combat donc où Kader a essayé d'abord de lutter. Bon, comme d'habitude, enfin, il teste toujours son adversaire en lutte et puis après soit ça se passe, soit ça se passe pas. Puis après très rapidement il tire la garde si jamais il n'arrive pas à amener. Donc Disons qu'il a l'avantage, Kader, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un poids lourd, mais il a l'avantage d'avoir le jeu d'un léger en fait. c'est ça, C'est-à-dire que lui, ça lui pose pas de problème d'être sur le dos et de partir en inversion de garde, etc. c'est Tu ça, vois, en très souple. orange, donc très souple. En fait, voilà, quand on combat contre un lourd, il y a toujours un truc qui est meilleur qu'un autre. Enfin, tu sais, un truc sur lequel tu peux te raccrocher. Soit il est lourd, mais il est pas rapide. Soit il est lourd, mais il est pas souple. Enfin, tu sais, il a de la force, mais il est pas souple. Il y a toujours un truc où tu peux essayer d'avoir un angle d'attaque. Avec Kader, le problème, c'est que tout est compliqué parce que il fait plus de 100 kilos. Il fait 1,97 m. Donc, il a une Ouais, envergure de dingue. grande envergure. Et il a une souplesse de dingue. Et il vit pas dans le même monde que nous. C'est-à-dire que quand il dit, mais pourquoi, non, des fois il me fait, mais pourquoi t'as pas fait ça? Pourquoi t'as pas pris? Je lui dis, mais mon gars, on ne vit pas dans le même monde, toi et moi. Tu vis T'as dans pas un le monde même à corps. part, ce qui fait que qui nourrit ton ego. Non, je rigole. Tu vis dans un monde à part du reste de la population. Donc on ne peut pas, ce que tu me dis, ce n'est pas transposable pour moi. Donc voilà. Et bon, donc là il s'est mis à tirer la garde au bout d'un moment et il a renversé son adversaire, il s'est retrouvé dans la garde, faire mal à Alors son au début, adversaire. il a tenté d'attaquer la compression de mollet. Oui, il Il a charge, essayé de charger ouais, pour son attaquer la adversaire. compression. Et puis finalement, il a renversé, il a accepté la garde. Enfin, pas au début. Au début, il essayait de passer, de mettre le genou en barrage et d'essayer de passer la garde. Mais au bout d'un moment, il l'a accepté parce qu'il sait que de la garde, il peut justement faire taper avec son bras-tête. Il met une grosse pression en fait avec son envergure. Justement, il se met en pont avec tout le poids sur la gorge de l'adversaire. Et là, Avec si son t'arrives pas à épaule. maintenir un peu de distance, t'es mort. Enfin, moi, pour Bah, je l'avoir pense vécu même qu'à un tout le moment, il temps. a failli. Son adversaire était pas bien du tout à un moment. Mais ce qu'il a sauvé, c'est qu'il avait la tête hors du tapis. Ce qui fait comme il n'y avait pas le sol en dessous de sa tête, C'est donc il ça. subissait moins la pression, mais il était pas bien, ça se sentait. D'ailleurs, ils ont chuté du tapis. Je pense que ça l'a sauvé parce il était pas bien, ça se sentait. Ouais, mais de toute façon, Kader m'a dit qu'il l'avait entendu ronfler 2, 3 fois, mais que voilà, le mental, le respect à lui, mental, et puis surtout avec lui aussi est très grand, donc il a réussi à garder assez de distance pour justement créer de l'espace et respirer un petit peu.
Donc, étant donné que ça ne passait pas, enfin moi je lui ai dit, t'as compris que ça passera pas. Il est passé sur autre chose et il a attaqué la clé de cheville. Donc, et là, on a eu encore un de ces grands moments où l'adversaire dit non, mais la cheville dit oui. Non, mais parce qu'on le vit tellement souvent, tu sais. Alors, Ne dites pas non, ne dites pas non si vous n'êtes pas sûr de sortir. D'accord? Ouais, Ne dites pas non si. Quand Aboubacar Younousov dit non, on sait qu'il va sortir. Là, il n'y a pas de souci. Mais là, voilà, quand on Mais dit ça non, va il le y a doute, rien. hein, parce que moi je me suis dit quand il dit non, le mec est sûr de lui quand même. Parce que t'as quand même un mec de 105, 106 kilos accroché à ta cheville qui commence à tirer très fort et tu dis non. Mais Faut être sûr de soi. après, Alors, honnêtement, je vais être très c'est bien honnête. tenté, hein. Ouais. Alors déjà, Kader ne le regardait pas à ce moment-là, donc il disait non au public. Ouais, Il disait ouais. pas non à Kader. Et parce qu'il avait déjà commencé à inverser, enfin à faire sa rotation justement pour la clé de cheville. Après, je vais être très honnête. Je pensais moi aussi qu'elle ne passerait pas. De là où Ah ouais? j'étais, de là où j'étais en tout cas, je voyais que le genou n'était plus pris. Et on sait qu'une grande partie de la réussite d'une clé de cheville, c'est quand tu contrôles fort la jambe. Donc je me suis dit, là il est en train de glisser. Et je voyais pas en fait le verrouillage de la cheville d'où j'étais. Je voyais que l'arrière de Kader et le genou qui était un petit peu sorti, tu vois. Ok. Et je me dis, il va sortir. Et je commençais à dire à Kader, prépare le fait de remonter. Prépare la suite, tu vois. Ça va sortir, prépare la suite. Mais bon, il m'a pas écouté à juste titre parce que lui, bah, c'est le mieux placé pour savoir Parce qu'il écoute comment il est rien. placé. Non, ça détrompe-toi parce que quand il écoute tout à la lettre. Dans tous les Non combats, mais, alors, il écoute à la lettre. c'est une clé de cheville, hein. C'est Il a ça? une clé de cheville Parce dans que l'axe, ouais. moi, de ce que je voyais, je pensais qu'il avait basculé sur la clé de talon. En fait, de l'angle où j'étais, pareil, je voyais pas vraiment le verrouillage. Et je pensais qu'il était passé sur une clé de talon. Non, non, à moins que, enfin, après, je t'avoue qu'on en a pas parlé, donc ça se trouve c'était peut-être le cas, hein. Mais je pense qu'il est resté dans la clé de cheville dans l'axe. Et puis pour l'avoir subi, de toute façon, une fois qu'il l'a, il l'a. Bon, malheureusement, ça a craqué, la cheville d'Adilio, donc il gagne le combat, il tape une fois que, je pense qu'elle a craqué en tout cas, parce qu'il y a un léger moment de flottement où on n'a pas envie encore de fêter la victoire parce que justement ils se connaissent, ils sont potes et t'as jamais envie de blesser ton pote, donc il y a un moment où vraiment, voilà, il prend soin de savoir si tout va bien et tout ça. Adilio se relève, visiblement il boite pas, donc j'espère que ça va bien, que le lendemain a été bien aussi. Mais donc voilà, il gagne le combat à la soumission contre Adilio. 11e combat, Skander Sherifi contre Aboubacar Younousov. Ouais. Donc Et là, on s'attendait au feu, là. bah ouais, sur le papier. En plus, moi, je partageais le vestiaire avec Younousov et je le voyais tourner et ça allait dans tous les sens. Faut savoir que ce mec-là, il fait des combats de folie. Le combat qu'il a fait contre Sami Gendouz il y a 2 ans avant, au dernier roll-up, ça avait été un combat super, super animé. Enfin, vraiment, pour le coup, il y avait des attaques dans tous les sens, ça roulait dans tous les sens et tout ça. Donc, on s'attendait à ça. Surtout quand on a vu son entrée où il a fait une chute par-dessus les tapis, enfin, parce que c'était une estrade, donc il a sauté pour chuter par-dessus. Et au final, on a vu qu'il était que en défense. Mais vraiment que en défense, mais il a justement pas proposé de jeu. Deuxième exemple de je joue avec le public. Je suis prêt en clé de talon parce que Skander Sherifi, lui, a énormément essayé d'attaquer. Il avait annoncé la clé de talon, il a essayé de faire des ciseaux dans tous les sens. Il a essayé vraiment, vraiment d'aller la chercher. Il a été Mais la bon. chercher, ouais. Ouais, mais Après, la clé de talon sur... Alors là, c'était peut-être une petite erreur, hein, parce que quand tu vois que la clé de talon, vraiment, elle passe pas, faut passer à autre chose. faut passer à autre Sauf chose. que, Et là, pour le coup, il a pas d'articulation, ce mec. ouais, nous, quand il disait non, là, par contre, on savait qu'il allait sortir. Il sortait à Ouais, chaque c'est fois. non. Bah, je sais, je l'ai déjà vécu, je l'ai déjà affronté. Et non, quand il te dit non, c'est non. Mais il le dit, il est serein, il n'y a même pas une grimace, hein, il a le sourire aux lèvres, il sort. Mais je pense que de toute façon, après, son niveau en lutte, il est très bon, Aboubacar Younousov. Et oui, attaquer autre chose, oui, stratégiquement, quand tu vois que la clé de talon ne passe pas, mais faut-il pouvoir le faire, tu vois. Ouais, Et c'est je vrai. pense qu'en lutte, il était inabordable. Enfin, tu C'est vois, vrai, et surtout que il était... Enfin, c'est très difficile d'attaquer un mec qui ne t'attaque pas non plus, tu vois. Un c'est mec ça, qui est sur la défensive, c'est très compliqué. c'est ça. Il faut créer du jeu pour attaquer finalement. Et là, alors, il a pas vraiment créé de jeu. Il y avait du jeu Non, parce que Skander l'attaquait constamment et que lui sortait, donc il y avait du mouvement, mais il n'y avait pas réellement une volonté de finition des deux côtés. non. Et donc, quand il y a fuite de l'un, bah forcément, il y a pas. Il faut être deux pour faire un beau match.
en fait. Alors qu'il a des très bonnes soumissions à Boubacar. Oui, et puis comme on disait... Déjà quand il débutait, je le voyais sur le circuit en kimono, quand il avait gagné l'Absolute au GIC, face au mec de 100 ça attaquait kilos, des jujis à la volée, c'était vraiment le feu. Oui, il fait partie de ces combattants qui peuvent, déjà qui craignent pas la soumission, donc ils peuvent se permettre d'attaquer. Parce que quand tu crains pas la soumission, tu peux attaquer. C'est Garetono qui le dit, Garetono. C'est Gordon Ryan qui le dit. Tu travailles tes soumissions, une fois que tu es bon dans tes soumissions, dans tes sorties de soumission et que tu es inattaquable, tu peux tout attaquer derrière. Donc là, tu es serein pour tout. Et lui, c'est le cas. Et surtout, il avait cette inventivité, cette explosivité, cette fraîcheur qui faisait que il pouvait se permettre de tout attaquer, tu vois. Tu vois, clairement, sur les clés de jambes, quand tu crains pas les clés de talons, il faut les attaquer. Il faut les attaquer à mort. Bah oui. Surtout quand il n'y a pas de points en jeu, quoi. Parce que le danger des leg locks, c'est le contre, en fait. Ouais. C'est le vrai risque. C'est que très vite, tu peux te retrouver en 50-50 et ça va être au plus rapide. Mais quand tu les crains pas, que tu sais que tu as la souplesse pour, fais-toi plaisir. C'est clair. Et donc, ça a été à l'extra time. Et il y a eu une soumission de Skander qui a étranglé justement Aboubacar. Et il a réussi, lui, par contre, à sortir. Non, il n'est pas sorti, mais Aboubacar n'a pas réussi à il l'a pas soumis dans le temps. Voilà, c'est ça. Donc, victoire de Skander, méritée, parce que, pour le coup, c'est lui qui a créé le jeu dans le combat. Il a cherché la soumission tout le long, ouais. 12e combat, Hakim Haït, donc le jeune, pas le vieux. Alors, on n'a pas vu Hakim Haït, le pionnier du JJB, rentrer sur le tapis pour faire un extra fight, enfin un super fight. Non, c'est un jeune qui est très bon. On m'avait parlé de lui, j'avais jamais vu combattre. Et pour le coup, il a tenu ses promesses contre Malik Abdouragimov, le frère d'Abdul Abdouragimov qui combat au Ares. Donc c'est marrant, t'as le Lazy King, non, le Kingslayer, non, c'est ça, Lazy King, c'est Abdul, et Lazy Prince. Donc c'est ce petit frère en fait, c'est marrant, ils ont ce petit truc familial. Donc c'est plutôt cool. Qui ont fait un combat en kimono. Et là on a dit tout à l'heure, dominer n'est pas gagné, ça s'est encore confirmé sur ce combat-là, parce que Hakim Haït a été extraordinaire sur toutes les attaques en kimono, des omoplatas, il a pris le dos, il a essayé, c'était fluide. Il se plaçait pour attaquer la rubber avec le kimono, là, quand on vient enrouler la position de Keenan Cornelius, où vient enrouler la cheville avec le kimono pour ensuite avoir un bon contrôle et attaquer des étranglements, il a tout essayé. Il a vraiment tout essayé, et pour le coup, respect à son adversaire, qui lui est sorti de tout. Il a survécu à tout. Ouais. Il y avait un attaquant, un défenseur. Et tu vois, contrairement au combat d'avant, parce que finalement, c'est le même schéma. Ouais. Un mec qui cherche. Là, la différence, c'est qu'il y a eu une variété de soumissions. Tu vois, il y a une variété de soumissions. Et puis, il y avait un talent d'Hakim Haït. Tu sais. Dans les enchaînements. En fait, il perdait jamais le contrôle. C'est-à-dire qu'en fait, il était toujours dominant. Même quand il perdait ses soumissions, il était toujours dans une position dominante. Tu vois. Donc il n'y avait pas ce truc où il laissait son adversaire reprendre de la distance. Contrairement au combat d'avant où pour défendre la clé de jambe, il y a une rupture de contact. C'est ça. Tu vois, il tournait, la fuite, il partait. Donc, voilà, c'est ça. Là pour le coup non. Et c'était du beau jeu en kimono. Enfin vraiment, il y a vraiment très très propre, vraiment très très propre. Un combat là ils sont en train de sortir petit à petit sur YouTube, sur la chaîne du Roll-Up. Regardez-le ce combat parce que franchement il était encore un combat. Regardez-les tous, mais celui-là franchement il était. Oui. Il vaut le coup, vraiment. On n'a pas vu en fait les 8 minutes passer. Et c'est allé à l'extra time. Et on a eu. Je pensais pas. Hein. Moi, je pensais qu'il allait le soumettre avant. Quand j'ai vu le début du combat, je pensais qu'il allait trouver la solution. Parce que les soumissions, elles étaient vraiment bien engagées, franchement. Ah, mais les défenses, elles étaient vraiment bien faites aussi. Magnifique. C'était une galère de le soumettre. Et ça s'est prouvé en fait dans l'extra time. C'est-à-dire que Malik Abdouragimov a étranglé son adversaire avec l'étranglement du col, justement. Alors, c'est une aubaine pour le kimono, ce règlement-là. Parce que quand tu es dans le dos, pourquoi les jujitseros cherchent le dos en fait tout le temps? C'est parce que c'est tellement facile, entre guillemets. C'est beaucoup plus facile d'étrangler quand tu es dans le dos, quand tu es en kimono, quand tu es en nogi. On pourrait croire que c'est pareil, que c'est aussi facile dans les deux cas. Non, c'est pas évident d'étrangler en nogi. Hein. Non, c'est pas du tout évident même. Et on le voit dans tout, que tu le vois en MMA, tu le vois en JJB, tu le vois... Vraiment, il faut avoir un cheminement. Enfin, quand on regarde justement Gordon Ryan, tout le cheminement qu'il met en place pour étrangler, d'isolation de bras et tout ça pour pouvoir étrangler, c'est que vraiment,
c'est facile si tu laisses les deux membres de ton adversaire libres, c'est facile de sortir. Facile, entre guillemets, rien n'est facile ou difficile, mais c'est plus simple en tout cas. Alors que quand tu viens poser la main sur le kimono, en fait, le fait de pas avoir à glisser sous le cou, déjà, tu vois, juste de mettre, enfin, tu dois la glisser, mais t'as pas la même profondeur. Tu dois juste glisser pour venir chercher le pan de kimono, tu vois. Après, c'est le kimono qui fait tout le taf. Et un poignet, une main et juste un lapel, enfin, tu sais, un col de kimono, ça n'a pas la même épaisseur, tu vois. Donc, c'est plus facile de soumettre. Donc, c'est une aubaine. Donc, étranglement d'Aboubacar, qu'est-ce que je raconte? J'étais sur la ligne d'abord, de Malik Abdouragimov. Et je crois qu'il est sorti. Ou encore une fois, c'était, il a défendu plus longtemps. Je sais plus, la soumission. Pour être honnête, je sais plus. Dans tous Bref. les cas, il gagne. En tout cas, il gagne. 13e combat. Chiffre 13. J'avais pas pensé à ça. Chiffre 13, ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille. Ça porte malheur. Wilfried Ngannou contre Bernardo Santos. Alors, Wilfried, c'est un pote, hein. Donc voilà, mais en toute amitié, et j'espère qu'il continuera à être invité, parce que voilà, c'est qu'il prouve qu'il a sa place ici. Mais à chaque fois, il fait les mêmes combats, et c'est des combats qui sont des non-combats. Et ça, c'est le problème. En fait, c'est un combattant, et on le sait, toi et moi, on le disait, il cherche à gagner à l'extra time. Wilfried, c'est un combattant, il est connu par tout le monde, hein, sur le circuit CFG. Extrêmement fort. Oui. Bernardo Santos, ouais. Bernardo Santos qui arrive d'Amérique du Sud, qui est à la NR Fight là, et qui est un monstre en compétition. Il donne des cours à la NR Fight. Bref, passons. Ouais. Donc Wilfried, il est connu, il a été plusieurs fois membre de l'équipe de France, etc. Il est connu pour être extrêmement fort quand il y a des points, en fait. Tu vois, il a basé tout son jeu sur sa grosse lutte, sur la gestion du combat. Ça se voit qu'il est ultra intelligent. C'est un combattant de MMA à la base. Toujours focus. Ultra intelligent. Jamais il se laisse. Il sort pas de son combat, en fait. Tu vois, là, il s'est fait. Ni par l'arbitrage, ni par rien. Il s'est fait huer pendant le combat. Il aurait pu faire l'erreur de se jeter. Il est resté, c'est ce que je disais. Je disais, oh, le mental. Moi, j'entends ça, je plonge. Je vais me faire soumettre. De la scène. Je vais me faire soumettre bêtement peut-être, mais il est resté focus dans sa stratégie. Et clairement, voilà, comme tu dis, il cherchait l'extra time. Ouais, mais parce qu'on le sait, on le connaît. Que dans la gestion, en fait, c'est-à-dire que quand il gagne un combat, en général, il va amener une fois son adversaire au sol. Il va même peut-être pas forcément chercher à passer la garde. Ouais, mais parce qu'aussi, il est habitué à une compétition classique où il a plusieurs tours. Donc, il faut gérer aussi son effort, tu vois. Ouais. Et puis il joue bien avec l'arbitrage, parce que les arbitres souvent lui disent d'actionner, donc déjà il a l'habitude de ne pas être sous la pression déjà des arbitres, alors là du public bon encore moins. Il a ce truc aussi où il arrive à gérer, tu sais, des temps de pause sur une petite blessure, une petite douleur. Il l'a encore fait là, il a appelé le médecin pour pouvoir récupérer. Tu sais, il a toujours ce petit truc, il a beaucoup d'expérience là-dessus, il a beaucoup d'expérience, on t'a grillé Wilfried, on le sait, on le connaît. Et donc voilà. Et il avait affronté Wilfried Kader justement il y a 2 ans. Et quand tu regardes le combat, c'est exactement la même chose. C'est des combats qui sont frustrants. Même si Kader était plus près de le soumettre, il l'a redit d'ailleurs dans le vestiaire là quand on s'est croisés sur la rubber guard, il était pas loin de taper, mais il a réussi à sortir parce que il a une force physique et une résistance à la soumission qui est extraordinaire, mais juste par la force. C'est un combattant, il est massif, il est physique, tu vois. Mais ça me revient que même un autre, alors c'était un roll-up qu'il avait affronté Jassem Guerram. Ouais. Et le cheminement était le même en fait. Oui. Jassem qui avait attaqué la clé de jambe énormément et ça avait bloqué le jeu. Bah lui il sortait de la scène en plus. Il sortait à chaque fois, il poussait, il sortait, il prenait de la distance. Enfin, l'expérience, vraiment de l'expérience. Mais ça fait pas un bon combat. La roublardise. Mais ça fait pas un beau combat pour ce type de format. En fait, c'est ça le truc. Pour ce type de format, ça fait pas un bon combat. Non. Il a été effectivement... Pour Wilfried. Pour lui opposer quelqu'un de vraiment intéressant, il faudrait quelqu'un qui puisse le mettre sur le dos. Quelqu'un qui a une meilleure lutte que lui. C'est ça. Ce qui s'est passé avec... Enfin, la seule fois où il s'est fait dominer véritablement, où il s'est fait soumettre fortement, c'était contre justement Abdouragimov. C'est la seule fois où j'ai vu Wilfried être dominé. Ouais. Donc, et c'est vrai qu'il est puissant. Enfin, moi, je sais qu'il est venu s'entraîner chez moi énormément. Il est ultra puissant. Et donc, voilà, ça fait des combats très fermés. Mais même à l'entraînement, tu vois, ça fait des combats très fermés. Où il me passait pas la garde, je le renversais pas forcément. Enfin, il allait me passer la garde une fois tous les 10 combats. J'allais le renverser une fois tous les 10 combats, tu vois. Donc, c'était vraiment de l'attaque-défense, quoi. Donc, parce qu'il sait où placer ses mains, il sait comment se positionner.
Ça a beaucoup frustré son adversaire Bernardo Santos, qui lui, pour le coup, c'est là où je voyais le même schéma que contre Kader la dernière fois, où il a essayé d'inverser sa garde, de l'attirer à lui, de lui faire des signes de main, vraiment de lui dire vas-y viens, joue le jeu quoi. Donc, mais parce que dommage pour lui, c'est qu'il n'a pas réussi non plus à le dominer en lutte. Tu vois, s'il avait été dominant en lutte, ça aurait peut-être changé la donne. C'est sûr même. Mais ouais, mais il est pas évident solide. à dominer en lutte. Hein. Trop non, solide. Trop solide. Donc pour le coup, quand on pense qu'il joue au ping-pong à la base, quand on pense que Wilfried Ngannou est un bongiste et que aujourd'hui il fait des roll-up et il combat en MMA, c'est magique. Comme quoi le destin. Et il n'avait pas du tout le physique du ping-pong, tu me diras. Et donc voilà, ça a été à l'extra time, dans la douleur pour le public, dans la douleur pour Bernardo Santos aussi, je pense. Donc ça va à l'extra time. Et là, dans l'extra time, la grosse force de Wilfried, c'est que quand il est dans le dos, c'est une galère. Quand il a le malheur de vous prendre le dos, et je vous le dis d'expérience, il a des jambes longues, puissantes, il met un triangle. Mais c'est un étau avec ses jambes. Mais tu bouges plus. Tu bouges plus. Et donc, lui, son pari, c'est de te garder plus longtemps que ton adversaire, quoi. Et c'est de sortir. Et c'est ce qu'il a fait. Bon, ça a été, là, pour le coup, le pari n'était pas gagnant. Mais attention, Bernardo Santos, respect à toi. Comment il a donné sa vie pour sortir de Wilfried du dos. Il a tourné dans tous les sens. Il s'est mis debout. Il mettait des grandes rotations pour essayer de refaire revenir Wilfried face à lui. Ce qu'il a réussi à faire au final, au point d'un extra time acharné, et il a réussi donc à sortir du dos Wilfried. Et quant à Wilfried, lui, il s'est fait garder plus longtemps. En fait, tout simplement, il n'a pas réussi à sortir, et donc ça s'est gagné, mais ça a duré longtemps. Hein. L'extra time a duré longtemps, mais Bernardo Santos a réussi à garder le dos plus longtemps. Et franchement, par contre, grosse défense d'étranglement de Wilfried. Parce que il a vraiment cherché à se mettre. Ouais, mais tu sentais en plus que des fois c'était au niveau de la gorge, au niveau du menton, enfin il y avait une grosse pression au niveau de la mâchoire, etc. Avec la main derrière la tête, il allait la chercher, mais ça encore une fois, pareil. Parce qu'il était frustré en plus, hein. Il voulait vraiment soumettre, je pense, Bernardo. Ouais, tu sentais qu'il était frustré de son combat. Maintenant que j'étais dans le dos, je vais te soumettre. Honnêtement, j'y croyais pas. Honnêtement, moi dans le public, je disais à ceux qui étaient à côté de moi, il le soumettra pas. Il ne le soumettra pas. Au mental, je savais. Et puis comme tu l'as dit, Wilfried, il a une force. En fait, quand il attrape ta main, tu l'oublies, ta main. Elle ne t'appartient plus. Ouais, oublie-la. Mais résistance, grosse résistance. À force d'avoir tenu des manches de raquette, tu sais, il a un grip de fou, c'est pour ça. Ouais, gros grip. Non, ouais, donc effectivement, il a réussi à le maintenir plus longtemps, et il s'est levé aussi, hein. Lui aussi, il a réussi à se lever. Ouais, il s'est levé. Ouais, il a essayé de faire la même stratégie, en fait. Sauf que Bernardo Santos était mieux accroché, et donc voilà, il gagne le combat. Et là, faut nous expliquer. Il est rentré avec une rose. Je pensais qu'il voulait l'offrir à son adversaire ou à la présentatrice ou n'importe quoi. Mais si quelqu'un a la raison pourquoi Bernardo Santos avec une fleur à la main et l'a repris pour en plus être interviewé, et on ne sait pas ce qu'il a dit parce qu'il a parlé en portugais. Moi, je parle portugais, mais le micro plus, en fait, il a dit merci à tous. Tout le monde a fait ouais, et en fait, quand tout le monde a fait ouais, et s'est jamais arrêté de faire ouais, et que le micro faisait un bruit, enfin, tu sais, c'était pas clair le son du micro. Donc j'ai entendu qu'un et il y a Jeanne qui est à côté de moi qui me dit qu'est-ce qu'il dit, incapable de te le dire, merci à tous, et après incapable de te dire en fait quelle était la suite du message. Donc voilà, si vous avez l'info, si vous savez pourquoi il a cette rose, je pensais qu'il a peut-être croisé pourquoi il a été interviewé, parce que c'est le seul de l'événement qui a parlé au micro. C'est ça. Il a peut-être croisé, en tout cas pour la rose, il a peut-être été au resto juste avant, il a peut-être croisé un Pakistanais qui lui a vendu, je ne sais pas. Particularité française. C'est limite raciste, ça. Limite, mais non, tout le monde le sait. J'appelle la LICRA. Ah là là là, tout le monde le sait que je suis un animaliste. J'aime tout le monde, moi. Donc, et j'aime surtout ces petits Pakistanais qui viennent te vendre une fleur alors que t'es en galère et que tu veux pas la lâcher là, tu veux pas lâcher ton euro pour la fleur. Oh, c'est pas un euro, c'est plus cher. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, dernier combat, main event, 14e combat. Paul Barboil de la MK Team contre Nicolas Filipponi de la NR Fight. Donc, Nicolas Filipponi, c'était celui que je connaissais. Je connaissais pas Paul Barboil pour le coup. Moi non plus. Après, je me suis dit que MK Team, c'est un gros club. S'il le présente en main event, c'est qu'ils sont plus ou moins sûrs de lui.
Oui, surtout que Malik s'entraîne énormément à la MK Team aussi, donc s'il a repéré le profil, Ok. c'est qu'il a dû déjà tourner avec lui, et c'est qu'il a dû valider le fait qu'il avait le niveau pour affronter Nicolas Filipponi, qui est un Et ben, expert en soumission. il a Que bien ça validé. soit, ouais, que ça soit clé de talon. Pour moi, je le dis et je le répète, et je lui ai déjà dit, c'est pour moi celui qui a le jeu le plus abouti en clé de talon en France. Après, je connais peut-être pas tout le monde, mais de tous ceux que je vois sur le circuit, pour moi, c'est celui qui a le jeu le plus abouti. Il fait partie des Français qui a été le plus loin dans les qualifs ADCC. Dans tous ceux qui ont participé là aux dernières qualifs ADCC, c'est celui, après Thomas Loubersan, c'est celui qui a été le plus loin. Avec que des soumissions, je crois. Que ça soit sur des étranglements, parce qu'il est extrêmement fort aussi en guillotine et en bras-tête. Il l'a prouvé aussi, là, il les a attaqués dans toutes les positions. Et il est extrêmement fort sur les clés de jambes. Par contre, Paul Barboil. Il est tombé sur un viking. Hein. Oh là 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 là. Mais le type, déjà, respect par son entrée. Sa petite danse, c'était magnifique. C'était une bûche. Ça se sentait. C'était une bûche. Rien que dans la danse, déjà, tu sentais que c'était une bûche. Mais c'était drôle et il fallait le faire. Donc c'était cool. Donc effectivement, c'était un mec très dur au mal aussi, un mental de fou, parce que dès les premières minutes, il a été pris dans une compression musculaire. Ça aurait pu clairement se finir en 1 minute. Hein. C'est ça. Parce que il prend la compression de mollet, celle de Nicolas Régnier, qu'il avait mis en qualif à DCC, je sais plus lesquels, il avait gagné tous ses combats comme ça. Ouais, presque, ouais. Où tu charges le mec en demi-papillon, tu le charges, tu repasses ta jambe en dessous pour verrouiller ton triangle, tu mets une grosse compression de mollet. Et elle est très efficace. Il l'avait mis aussi, Nicolas Régnier, sur une complète fila. Il avait gagné presque tout. Enfin, il y avait beaucoup de combattants. C'était beaucoup d'élèves de Flavio, tu sais. Et ils avaient beaucoup gagné avec cette soumission. Et Mathieu Husson, je lui ai demandé de me l'expliquer. Et elle est magnifique. Alors, c'est dur à comprendre très mal au mollet. Mais voilà, c'est une chute. Ça fait très mal au mollet. Et même sortir, limite au genou, en fait. Limite au genou, parce que quand tu essayes de sortir, selon l'angle que tu prends, ton genou prend aussi. Donc, elle est vraiment compliquée. Ouais, en fait, il faut que tu arrives à retendre ta jambe. Faut que tu arrives à retendre ta jambe, il faut avoir la force musculaire pour pouvoir le faire. Et puis tant que le mec a les mains liées dans ton dos, c'est compliqué de reprendre de la distance. Donc il faut d'abord faire lâcher ce grip là pour se retendre. C'est vraiment compliqué. Tu as un double verrouillage, effectivement. Tu as le verrouillage de la jambe et tu as le verrouillage des bras aussi. Donc, parce que tu reviens refermer en triangle sur ta jambe, ce qui fait que donc tout est un bloc au niveau des jambes et tu viens ceinturer au niveau du dos, ce qui fait que pour éviter que le mec se redresse. Donc ouais, c'est fermé. Ouais, non, c'est un souci. Et il est resté un bon 15 secondes comme ça. En tension. Tu sens que les appuis d'après, ils sont pas clairs, tu vois. Donc tu sens qu'il a eu mal et que il a eu du mal à se remettre de cette soumission. Ça s'est fait après par la suite. Une compression, ta jambe, elle se tétanise. Hein. On compresse le muscle, c'est compliqué. Mais après, il est bien revenu dans son combat. Ouais, et puis ça a été du à toi à moi. C'est-à-dire les deux ont été très forts sur les sorties de soumission, avec deux styles différents. On a un Nicolas Filipponi qui faisait l'anguille, là où le Paul Barboil, il était plus dans le fait de résister et de sortir à l'usure, tu sais. Et enfin, de sortir à l'usure. Non, il sortait proprement techniquement, mais c'était pas aussi fluide que Nicolas Filipponi, mais dans les faits, de toute façon, les deux sont sortis à chaque fois. Les deux ont attaqué énormément. Ils ont attaqué sur des étranglements et sur des clés de cheville. D'ailleurs, le genou de Nicolas, des fois, il était dans des angles où je me disais que moi, j'aurais tapé depuis 1000 ans. Parce que le ménisque aurait fait crack. Mais respect aux deux parce qu'ils ont fait un combat de folie. Ils sont allés jusqu'à l'extra time. Donc le main event, il a fait toutes ses promesses. Magnifique. De toute façon, c'est ce qu'on demande hein. Quand on met un main event. On attend à ce que ce soit le meilleur combat de la soirée. Et là, clairement, je pense qu'on est d'accord, ça a été le combat de la soirée. Ouais. Et il n'y a pas eu de soumission. Parce qu'à l'extra time, les deux sont sortis. Et Nicolas Filipponi est sorti plus rapidement que son adversaire. Du dos. Ouais. Ils ont tous les deux attaqué le dos. Et Nicolas Filipponi est sorti plus vite. Donc un signe qui nous dit que c'était un combat qui était apprécié de tout le monde, c'est que souvent pendant le main event, les gens se lèvent et commencent à partir à peine, la décision n'est même pas encore donnée, tu sais, le bras n'est pas encore levé. Tout le monde commence à partir, parce qu'on veut sortir du parking les premiers. Ah ouais, c'est ça la vraie raison. C'est vrai, tu veux pas faire la queue au parking. Mais là pour le coup, tout le monde est resté. Alors est-ce que c'est dû au fait que, encore une fois, le public était composé de gens en grande partie de son équipe? Et donc forcément, ils sont restés jusqu'au bout, c'est pour fêter la victoire. Non mais tout le monde est resté. Tout le monde est resté. Non mais tu sais que c'était, comme on a dit, des gens qui étaient là pour les équipes, tu vois, des gens des clubs. Ouais. Tu vois, les gens des autres clubs auraient pu bouger. C'est vrai. Mais en tout cas, voilà, où est-ce que c'est? Parce que le combat était vraiment super animé, il y avait une ambiance. Non, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, ça a tenté, c'était magnifique. Mais vraiment une ambiance de folie. Donc voilà. Bon, après, Nicolas est déçu. Il est déçu, je l'ai eu hier par message.
Il a répondu à mon message et donc il a dit que la prochaine fois il serait plus il aura plus d'inspiration. C'est vraiment ça. Il cherchait vraiment à soumettre. Il avait vraiment à cœur de soumettre et de vraiment marquer ce main event par une soumission. Mais bon, des fois ça se passe pas comme ça. De toute façon, Nicolas, si tu nous écoutes, pour le coup, c'est pas grave. Le principal, c'est aussi le spectacle. La soumission, c'est que le sucre, comme on a dit. C'est que le miel au-dessus du combat. Et là, pour le coup, vous nous avez fait un combat de folie qui avait du rebondissement. Vraiment, pour le coup, c'est ça. C'est le rebondissement qui fait un combat comme ça, comme tu as dit, où il n'y a pas de soumission, mais pendant 8 minutes, ça se la donne dans tous les sens, plutôt qu'un combat fermé sur 6 minutes et il y a une soumission qui arrive à la fin, quoi. C'est ça. En tout cas, moralité, les combats, ils étaient fabuleux. On va faire quand même ton préféré et ton pire combat. Mon préféré, c'est le main event, hein, je viens de te le dire. Je pense qu'on est d'accord sur ça. Alors, je vais t'en dire un en nogi, donc celui-ci, et en kimono. J'hésite entre deux, mais je vais dire quand même l'Aïd contre Abdul Malik. J'ai bien aimé ce combat. Ouais. Ouais, moi mais aussi, je pourrais mettre, je pourrais mettre aussi Hakim Aït. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Comme moi j'ai pas vu le premier, moi je vais donner celui-là. Ouais. Et pareil dans les combats, donc effectivement mon top 1 c'est Nicolas Filipponi contre Paul Barboil, mais je mettrai aussi un petit bonus pour Franck contre Nicolas Leblond. Parce que voilà, ça a été dans tous les sens. Ouais. Donc, après j'ai pas eu ce frisson au niveau des soumissions, tu vois. J'ai pas eu ce frisson. Non, mais... Dans le sens où, tu vois, quand Nicolas Filipponi il ferme la compression, là, je suis en train de serrer le poing en me disant il va taper. Ouais. Tu vois, sur plusieurs bras têtes aussi. Quand je vois son genou, avec le public qui crie serre, tu vois. Ouais, tu vois. Ouais. Et tu c'est pour ça, c'est le top 1. C'est le top 1. Ouais, non, mais après, tu sais, c'est plus dans l'engagement, tu vois. Dans l'engagement, c'est les deux combats qui ont été les plus engagés pour moi en nogi. Ouais. Le combat de Noah Goumon aussi, il était pas mal. Hein. Ouais, il était engagé, mais il n'y avait pas le même rythme. Oui, non, mais après. Non, il n'y avait pas le même rythme. C'est vrai. Alors, on a kiffé l'événement. Bon, tous les combats étaient bien, franchement. Sauf. On est d'accord là-dessus, c'est le combat de Wilfried contre Bernardo, où malheureusement, en fait, le jeu n'était pas joué, en fait. Enfin, il n'y a pas eu ce truc, quoi. Il n'y a pas eu. C'est pour ça que le combat il s'est fait huer, on va pas se mentir. Hein. Je pense que tu poses tu fais un micro-trottoir à la sortie de l'événement, tu demandes le préféré et le moins apprécié. Et le moins apprécié, ça sera celui-là pour 100% des gens, je pense. C'était quoi le combat avant Wilfried? Le combat avant Wilfried, c'était Hakim Aït. Ouais, en plus, tu vois, tu passes d'un combat où c'était le feu. Il y a ça aussi. D'un combat où c'était le feu, où ça bougeait partout, à un combat ultra fermé. C'est clair. Et en plus, moi, je m'attendais. En plus, tu m'avais vendu du rêve. Parce que tu m'avais dit, le Brésilien, je l'ai vu tourner et tout, il est super chaud et tout. Bah ouais, je m'attendais, tu vois. Mais tout le monde m'avait dit ça. Il faut être deux pour faire un beau combat, tu vois. Ouais, je sais. Ce qu'on a dit tu vois, quand tu t'attends à voir un mec on te l'a vendu comme un tueur. Bah, parce que je le voyais tourner avec Johnny Frachet et tout ça. Je l'ai vu tourner avec Johnny Frachet, sur les réseaux sociaux, hein, avec Nicolas Filipponi, tu sais. Et je me dis, putain, le mec est chaud, tu vois, tu le sentais. Et puis on m'en a parlé aussi, il y a des arbitres qui m'en ont parlé en compétition, tu sais. Attends, non, c'est pas ça, c'est Mathias qui a fait un podcast avec Nicolas Régnier et qui disait qu'il l'avait arbitré, tu sais, sur une compète IBJJF, tu vois. Et justement, lui aussi, il disait que le mec était trop chaud, il partait sur les clés de talon à une vitesse folle et tout. Et donc, je m'attendais à ça. Bon, même si je savais que mettre une clé de talon à Wilfried, c'était compliqué. Mais bon, en tout cas, je m'attendais à plus de jeux. Je m'attendais vraiment à plus de jeux. Bref, passons à l'organisation, le dernier point. Donc de l'intérieur, peser 14 heures. Ouais, peser 14 heures. Brief des combattants avec les arbitres à 17 heures. Et pour une ouverture des portes à 19h30 et un début des combats à 20h40 au lieu de 20h30. Prévu à 20h30, mais c'est parti à 20h40. Honnêtement, bravo. C'est pas du retard. Honnêtement, bravo. Voilà, parce qu'on a tous assisté à des galas. On sait à quel point c'est difficile de commencer à l'heure. Ouais, parce que franchement, les gens 10 minutes de retard, c'est le top du top. Rien à dire. Ouais, c'est vraiment top. Pour le coup, très bien organisé. Peser 14 heures, ça me choque pas. Alors, il y en a beaucoup qui ont dit, ouais, c'est relou, peser 14 heures, le brief à 17 heures. Enfin, tu vois, c'est long entre les deux. Surtout qu'après, brief à 17 heures, et puis après, c'est 19h30, le début des entrées du public. Tu dis, il y a des laps de temps, en fait, tu perds une demi-journée, mais bon.
Ça me choque pas parce Bah, que 14h, tu 14h déjà, si tu t'assures. veux, Ouais, bah tu me disais, ouais. si tu veux cutter un peu, enfin tu vois que tu veux être un peu au poids pour être dans ce que. Alors je sais pas après comment ils s'organisent pour les poids parce que t'as pas des catégories, mais je pense qu'ils s'arrangent sur un poids, tu sais. Enfin je te dis ça en fait, moi. Quoique si on a, enfin moi j'ai annoncé les poids directement, tu vois. Donc après chez les poids lourds, bon, la question se pose pas avec Kader parce que t'es poids lourd, hein, tu sais que le mec va faire plus de 100 kilos, donc la pesée elle est anecdotique on va dire. Pour Isabelle, moi j'avais annoncé le poids avant, donc je pense que et puis j'ai comme je disais à Malik, je savais que c'était avec Mathilde, parce qu'il cherchait un adversaire aussi pour Mathilde quand je lui ai proposé Isabelle. Et donc il savait elles étaient dans la même catégorie de poids. Donc bon, tu vois. Mais bon, si tu dois faire un petit cutting ou un truc comme ça, 14 heures, c'est pas déconnant, le temps que tu manges après. Ou même si tu veux juste ouais, manger, prendre ton temps et tout ça, tu vois, bon, tu as le temps. 17 heures, ça me choque pas non plus. Ça me choque, c'est parce que 17 heures, en fait, au moins tu sais que tous tes combattants ils sont là à 17 heures. C'est ça, c'est la Tu vois. sécurité. C'est ça. Si tu dis que ça commence à C'est pas tu dis au mec 19h30, ça commence à 19h et que tu te rends compte qu'il est pas là et que tu dois voilà, annuler le problème dans combat au les dernier moment. transports, voilà, bouchon, problème dans les transports, accident, n'importe quoi. 17 heures, tu sais que tu as du battement. Tu as 3 heures de battement, tu as le temps d'arriver. Donc moi, ça me va très bien. Ensuite, dans les coulisses, c'était différents vestiaires avec le nom des combattants sur les vestiaires. Donc, tu avais ton vestiaire attitré. Tapis d'entraînement et d'échauffement dans les vestiaires. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Et donc voilà, tu avais 2 personnes de l'organisation qui étaient là pour te prévenir. Déjà, savoir si tu avais besoin de quelque chose, d'un monster, de l'eau, quelque chose comme ça. Te prévenir 1 ou 2 combats avant en te disant prépare-toi, ça va arriver, je vais venir te chercher. Par contre, quand il vient te chercher, c'est pour aller dans le couloir. Il vient te chercher avant la fin du combat. Comme ça, tu n'as pas à te presser, tu n'es pas obligé de courir dans les couloirs. Tu es là, tu attends à la porte. Voilà. Les adversaires sortent, toi, ta musique elle arrive, le speaker donne ton nom et c'est parti. 3 caméras, des photographes, un DJ. Donc tu sais que les images pour YouTube vont être très bonnes. Tu sais que tu auras des photos aussi souvenirs, ça c'est parfait. Enfin tu vois en termes de com c'est idéal. Euh, le DJ pour ta musique, pour mettre l'ambiance et tout ça, ça joue aussi même dans l'attente. Tu sais avant que l'événement commence, en fait t'es pas dans une salle silencieuse, t'as le DJ qui est en haut dans sa petite cabine donc c'est au top. Malik vient du rap aussi donc ça joue. Il a tous ces codes là pour créer l'ambiance pour l'événementiel, tu vois il est fort. Que ça soit lui ou Enoch aussi qui le seconde vachement sur cet événement. Donc ça c'est bien. En tout cas, c'était vraiment très professionnel. Il devait en plus, j'ai découvert après, parce qu'il y a des gens qui demandaient est-ce qu'il y aurait un live Facebook ou quelque chose comme ça. J'ai découvert après qu'il y en avait un live en streaming. Ah ouais? Ouais, et je ne savais Ok. pas parce qu'il y en a qui m'ont posé la question et je disais que non, qu'il n'y avait pas et finalement il y avait. Donc voilà, donc ça c'est bien. C'est un truc, même peut-être faire un petit pay-per-view, tu vois, c'est à réfléchir pour la suite, tu sais, parce que ça peut se faire, hein, ça peut être vendeur, des gens qui peuvent pas venir mais qui veulent regarder. T'avais même un Espagnol là, qui est une chaîne YouTube super connue, là, qui met des clés de talon, qui fait plein de trucs, comment il s'appelle? Adel? Bref, passons, je le suis mais j'ai plus le nom en Il y a tête, eu comme un d'habitude. événement en France qui avait été fait en pay-per-view au niveau du grappling. Je Oui, sais pas si tu te rappelles. c'était sur scène aussi. Il y avait Monin qui avait combattu contre Oui, Felipe contre un Pena. Brésilien. Ouais. Ouais, c'était le Royal Rumble. Royal Rumble ou un truc dans le genre. Ouais. Ouais. Donc Ouais, il me ça semble avait que été en c'était ça. pay-per-view. Il y avait eu des petits Je couacs sur le suis... pay-per-view, Ouais, je suis pas mais sûr que ça il y avait eu. avait fonctionné plus que ça. Ouais, mais ça, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui auraient pu regarder, tu sais, de chez eux et tout ça. Après, je Après, sais je pas. sais pas si à mettre en place, je connais pas le coût que ça aurait, Ouais, etc. Je sais pas si ouais, c'était rentable, tu vois. ouais. Parce que le danger du live en streaming, c'est que les gens prennent pas leur place. Tu vois. Si tu as la possibilité de le regarder gratuitement, il y a des gens qui peuvent ne pas prendre leur place. Donc faire un petit pay-per-view, même pas cher, tu vois. Même si tu fais Ouais. la moitié de la somme, tu vois, Après, clairement, c'est pas déconnant. Malik, il a son public. Son public, il est fait. Je Oui, je pense, suis hein. d'accord avec toi. Je suis d'accord La avec salle, elle toi. sera toujours pleine, de toute façon. Mais l'idée, c'est d'attirer plus de monde. Si on fait ce podcast-là aussi, pour ceux qui écoutent et qui connaissent pas l'événement, c'est pour pouvoir les attirer aussi, tu vois. Parce que vraiment, ils méritent. Et d'ailleurs, on l'a dit lors du dernier podcast, il faudrait qu'il y en ait même plus d'un dans l'année, tu sais. Faudrait qu'il y en ait deux, ouais. Ouais, c'est vraiment un truc à développer parce que je suis sûr qu'un format comme ça peut marcher. Tu peux te déplacer même 2, 3 fois dans l'année. Après, c'est de l'organisation, c'est du taf, mais il y a peut-être des gens qui nous écoutent et ou des sponsors ou des trucs comme ça. Enfin, faudrait voir avec des sponsors pour pouvoir le faire plus et que toute la charge ne repose pas sur les épaules de Malik, tu vois, qu'il y ait des gens qui soient là pour l'aider à organiser tout ça, des passionnés de grappling.
ou des chaînes YouTube ou des trucs comme ça qui voudraient vraiment mettre un billet sur cet événement parce qu'ils le méritent véritablement, tu vois. Nous, on voudrait qu'il y ait plus d'événements. On voudrait un prochain Sub Only. D'ailleurs, normalement, il va y en avoir un. J'ai discuté avec Hakim, l'autre Hakim Haït, qui me disait qu'il voulait en remettre un en place. Et voilà, parce que cet événement, il est cool. Nous, on l'avait commenté. Bon, il doit sortir la vidéo un jour. Il l'a pas encore sorti. Il m'a dit qu'il la sortira. Où on a fait les commentaires donc de l'événement. J'espère que ça sortira dans notre petite cabine improvisée dans ma chambre là. Dans ton dressing. entre les pans du dressing. Donc c'était pas mal. Cabine de son, les amis. Ça coupe le son, les vêtements. Et donc, je vous ferai un tuto YouTube. Il a que des idées de génie. Hein. Oh là là. Si vous saviez. Pourquoi on m'appelle Jarod, à ton avis? Donc, c'est toi qui me l'as dit, en plus, c'est toi qui as trouvé le nom. Et donc voilà, il faudrait qu'il y ait plus d'événements. C'est vraiment la France, peut-être, on pourrait peut-être faire partir un truc comme ça européen, parce que il y a pas beaucoup, il y a le Polaris en Europe, tu sais, enfin il y a des équipes européennes, tu vois, qui participent. Il y a pas beaucoup d'événements, j'ai l'impression en Europe en Sub Only. Pour une fois, si quelque chose pouvait partir de la France, ça serait cool. C'est qui pourrait être un peu exporté, ou on pourrait attirer parce qu'il y a déjà eu des combattants européens qui ont été attirés, des Allemands et tout ça, et des Belges dans le roll-up. Ouais. Donc ça pourrait être un truc à développer. Maintenant, il faut le temps. C'est un projet, ça prend du temps, ça coûte de l'argent et il faut le temps. Donc voilà. En tout cas, super événement. Encore une fois, on regrette pas d'avoir participé à cet événement-là. On sera là pour le Roll-Up 6, c'est sûr et certain. Donc voilà. Et puis, que dire? Longue vie au Roll-Up, longue vie au Sub Only, longue vie à Malik. Et je pense qu'on longue vie à la Fighting Beat. Ouais, c'est clair. Donc je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus et j'espère que vous serez attirés pour voir le prochain. Même si vous estimez que la carte n'est pas bonne, faites confiance en Malik. Franchement, il a de l'expérience maintenant dans le matchmaking de ce type d'événement. Donc allez-y les yeux fermés et vous allez voir, vous ne regretterez pas. Moi, j'ai amené des élèves qui ont découvert le grappling cette année et franchement, ils ont kiffé. Ils ont kiffé participer à cette ouais, l'ambiance, elle est vraiment cool. Ouais, c'est clair, c'est clair. Puis c'est toujours un bon moment de se retrouver, tu sais, entre anciens aussi du grappling. Moi c'est ça que je kiffe aussi quand je suis là, c'est de retrouver des gens que je vois pas forcément dans le reste de l'année. On les voit que là ou dans les compétitions, donc c'est bien, c'est cool. C'est cool. Bon, et ben je pense qu'on a fait le tour. Il nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut! Ciao!